Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout bascule. Des années de patience, de silence, de respect, et puis une seule nuit suffit pour tout changer. Ce soir-là, alors que je rangeais calmement la vaisselle après le dîner avec mon mari et ma belle-mère, j'ai senti une tension étrange dans l'air, une de celles qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ressent au plus profond de soi. Et puis, soudain, j'ai entendu sa voix, basse, méfiante. Oui, il ne doit jamais savoir que l'argent de son père est à mon nom. Mon cœur s'est glacé. Tout s'effondrait. Les soupçons, les doutes, tout prenait enfin sens. Cette femme que j'avais essayé d'aimer comme une mère venait de trahir notre famille. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette fois, je n'allais pas me taire. Cette fois, j'avais une preuve. Et en une seule nuit, j'ai mis fin à son contrôle. Parce que parfois, la seule façon de retrouver sa paix, c'est d'oser affronter la vérité. Quand j'ai rencontré Marc pour la première fois, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. C'était un après-midi d'automne, le vent soufflait doucement dans les arbres, et les feuilles orangées tombaient autour de nous comme si le monde entier voulait célébrer cette rencontre. Il avait ce regard franc, sincère, celui d'un homme qui savait écouter, et un sourire qui semblait capable de guérir les blessures les plus anciennes. À cette époque, je travaillais dans une petite librairie du centre-ville. Lui, il venait souvent y acheter des livres pour sa mère, c'est du moins ce qu'il disait à chaque fois, avec ce ton léger et charmant qui me faisait rire. Nos conversations étaient simples au début. Il me demandait ce que je lisais, je lui répondais timidement, en évitant de trop croiser son regard. Mais chaque jour, il revenait, toujours avec une excuse différente, un nouveau roman, un conseil de lecture, ou parfois, simplement pour me dire bonjour. Petit à petit, une habitude est née. Puis cette habitude s'est transformée en quelque chose de plus profond, de plus doux, presque comme une évidence. Au bout de quelques mois, il m'a invité à dîner. C'était un petit restaurant italien, rien de très luxueux, mais il y avait dans l'air cette magie des débuts, ce mélange d'excitation et de peur qui donne des papillons dans le ventre. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos rêves, de nos enfances, de nos parents. Quand il m'a raccompagné chez moi, il a pris ma main pour la première fois. Et à ce moment-là, j'ai su. Oui, j'ai su que cet homme allait changer ma vie. Les mois ont passé, et notre amour s'est renforcé. Nous étions inséparables. Marc avait cette façon d'être à la fois protecteur et attentionné, sans jamais être étouffant. Il m'encourageait à poursuivre mes passions, il croyait en moi comme personne ne l'avait fait auparavant. Quand il m'a demandé en mariage, ce fut comme dans un rêve. Il avait organisé un pique-nique au bord du lac où nous allions souvent nous promener. Le soleil se couchait, les reflets dorés dansaient sur l'eau, et il a sorti une petite boîte en velours bleu. « Veux-tu devenir ma femme ?» m'a-t-il dit d'une voix tremblante, les yeux pleins d'émotion. J'ai ri, puis j'ai pleuré. J'ai dit oui sans réfléchir, parce que dans mon cœur, la réponse existait depuis longtemps. Nous nous sommes mariés l'été suivant, entourés de nos amis et de nos familles. C'était un mariage simple, mais sincère. J'avais choisi une robe en dentelle blanche, pas extravagante, juste élégante. Marc portait un costume gris clair et un sourire qui ne quittait plus. Quand je suis arrivée à l'église, il m'a regardée comme si j'étais la seule personne au monde. Ce jour-là, tout semblait parfait. Les fleurs, la musique, les rires. Même le ciel semblait vouloir participer à notre bonheur, avec un soleil éclatant qui illuminait tout. Ma mère pleurait discrètement dans un coin, mon père n'arrêtait pas de dire à tout le monde à quel point il était fier. Et moi, je vivais un rêve éveillé. Mais au milieu de toute cette joie, un regard m'a troublée. Celui d'une femme assise au premier rang, vêtue d'un tailleur beige impeccable, un collier de perles autour du cou et une expression indéchiffrable sur le visage. Elle ne souriait pas. Elle me regardait comme si elle essayait de me comprendre, ou peut-être de me juger. C'était Hélène, la mère de Marc, ma future belle-mère. Je ne la connaissais presque pas à l'époque. Nous nous étions croisés 2 ou 3 fois avant le mariage, toujours brièvement. Elle m'avait semblé polie, un peu distante, mais jamais désagréable. Marc disait souvent « Ma mère a un grand cœur, mais elle a du mal à faire confiance aux gens. » Je voulais y croire. Après tout, c'était sa mère, celle qui l'avait élevée seule après la mort de son père. Une femme forte, courageuse, d'après lui. Je me disais que, tôt ou tard, elle m'accepterait comme sa propre fille. Le soir du mariage, alors que tout le monde dansait et riait, elle s'est approchée de moi. Elle m'a félicité, m'a embrassé sur la joue, et a murmuré à mon oreille. « Bienvenue dans la famille, ma chère. Mais n'oublie pas,
Marc a toujours eu besoin de moi. Sur le moment, j'ai souri, pensant que c'était une phrase pleine de tendresse maternelle. Mais quelque chose dans son ton, une inflexion à peine perceptible, m'a glacé le sang. Ce n'était pas un souhait. C'était un avertissement. Les jours qui ont suivi le mariage ont été merveilleux. Marc et moi avons emménagé dans une petite maison à la campagne, un peu à l'écart de la ville. Chaque matin, je me réveillais à ses côtés, encore émerveillée d'avoir trouvé un amour aussi sincère. Nous parlions de projets, de voyages, d'enfants. Tout semblait simple, limpide, harmonieux. Mais au fil du temps, des petits détails ont commencé à troubler cette harmonie. Des appels téléphoniques de sa mère à des heures tardives. Des visites imprévues où elle entrait chez nous comme si la maison lui appartenait. Parfois, elle me faisait des remarques subtiles. Tu devrais faire le rôti comme je le faisais pour Marc quand il était petit, il adorait ça. Ou encore, cette couleur de rideau, tu es sûr? Marc préfère le bleu. Je riais, je prenais ça à la légère, croyant qu'elle voulait juste aider. Après tout, c'était une belle-mère attentionnée, non? C'est ce que je me répétais pour me rassurer. Mais sans m'en rendre compte, son ombre commençait déjà à s'étendre sur notre vie. Elle s'immisçait dans chaque détail, chaque décision, chaque silence. Et moi, je continuais à croire que tout cela n'était qu'une forme d'amour maternel. Ce que je ne savais pas, c'est que cette femme élégante, douce en apparence, avait un besoin maladif de contrôle. Et que, sans le vouloir, en épousant son fils, j'étais devenue une rivale. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer jusqu'où cela irait. Pour moi, tout était encore un conte de fées. Je croyais vivre le début d'un mariage parfait. Mais en réalité, ce n'était que le calme avant la tempête. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le soleil se couchait doucement derrière les collines, enveloppant la ville d'une lumière dorée. C'était notre premier dîner officiel chez la mère de Marc, ma future belle-mère, Hélène. J'étais nerveuse, je voulais faire bonne impression. Après tout, c'était une soirée importante, la première fois que je rencontrais la femme la plus influente dans la vie de mon mari. J'avais passé toute l'après-midi à me préparer. J'avais choisi une robe simple, bleue, pas trop voyante, mais élégante. Je me suis regardée plusieurs fois dans le miroir, cherchant le moindre détail à corriger. Mes mains tremblaient un peu. Marc, lui, semblait calme, presque trop calme. Il a simplement posé une main sur mon épaule et m'a dit « Ne t'inquiète pas, ma mère va t'adorer. Elle aime les femmes polies et discrètes. » Polie et discrète. Ces deux mots allaient me hanter bien plus tard. Nous avons pris la voiture en silence. Sur le trajet, j'observais le paysage défiler. Plus nous nous approchions de la maison d'Hélène, plus je sentais une tension invisible s'installer dans l'air. Sa maison était perchée sur une petite colline, entourée de grands arbres et d'un jardin parfaitement entretenu. Tout respirait l'ordre, la précision, le contrôle. Quand nous sommes arrivés, la porte s'est ouverte avant même que Marc n'ait le temps de sonner. Elle était là, droite, fière, les bras croisés. Une femme d'une soixantaine d'années, élégante, aux cheveux argentés coiffés avec soin. Son regard était perçant, presque trop. Ses lèvres formaient un sourire, mais ses yeux, eux, semblaient m'analyser, me disséquer. « Alors, c'est toi qui prends mon fils. » Ces mots ont glissé comme une lame froide. Je suis restée figée, incapable de répondre. Marc a ri pour détendre l'atmosphère. « Maman, ne dis pas ça comme ça. Elle ne te prend pas ton fils, elle le partage avec toi. » Hélène a esquissé un sourire, un de ces sourires polis qu'on offre par habitude, sans conviction. « Bien sûr, bien sûr. Entre, ma chère. » Je suis entrée, encore un peu tremblante. L'intérieur de la maison était impeccable. Trop peut-être. Pas un grain de poussière, pas un cadre de travers. Tout était à sa place, parfaitement organisé, comme si chaque objet avait été choisi pour signifier quelque chose. Une odeur de lavande flottait dans l'air, mais derrière ce parfum, il y avait une froideur, une impression de distance. Le dîner était déjà servi. Une table magnifiquement dressée. Porcelaine fine, bougies, verre de cristal. J'étais impressionnée. Hélène m'a invitée à m'asseoir en face d'elle, tandis que Marc prenait place à ma droite. Dès les premières minutes, j'ai compris qu'elle dirigeait tout, jusque dans les moindres détails. « Marc, passe-moi le sel. »« Non, pas celui-là, l'autre. Tu as mis trop de sauce dans ton assiette. Fais attention à ta santé. » Et entre deux remarques adressées à son fils, elle me regardait longuement, comme si elle cherchait à lire en moi. « Alors, ma chère,
Que fais-tu dans la vie? J'ai répondu calmement, expliquant que je travaillais dans une librairie, que j'aimais la lecture, le calme, les histoires. Elle a hoché la tête, mais son sourire s'est un peu crispé. Ah, une librairie. Ce n'est pas très ambitieux, mais au moins c'est tranquille. Mark of France la Sourcels. Maman, ce n'est pas gentil de dire ça. Elle adore ce qu'elle fait. Elle a levé une main. Je dis seulement ce que je pense. Les femmes d'aujourd'hui devraient viser plus haut, tu ne crois pas? J'ai baissé les yeux, sentant mes joues brûler. Ce n'était pas seulement une remarque, c'était un test. Elle voulait voir comment je réagirais. Et j'ai compris que tout, ce soir-là, était une épreuve. Chaque émotion, chaque regard, chaque silence. Au fil du repas, Hélène racontait des anecdotes sur Marc enfant, ses bons résultats à l'école, sa discipline, sa maturité. Mais à chaque histoire, je sentais qu'elle essayait de me rappeler, subtilement, que Marc lui appartenait. Qu'elle avait été la seule femme importante de sa vie jusqu'à présent. Tu sais, quand il était petit, il disait toujours que j'étais sa meilleure amie. Il me racontait tout. Elle me lançait ses phrases comme des pics, enveloppées dans le vernis de la tendresse. J'ai souri, j'ai ri quand il le fallait, j'ai même aidé à débarrasser la table pour montrer ma bonne volonté. Et pourtant, à chaque minute, je me sentais plus étrangère dans cette maison. Après le dîner, elle m'a proposé du thé. Je l'ai suivie dans la cuisine. C'est là que le ton a changé. L'ambiance du salon s'est évaporée, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus intime, presque menaçant. Tu sais, m'a-t-elle dit en versant le thé, Marc est un garçon sensible. Il a besoin d'une femme qui le comprenne vraiment. Ce n'est pas toujours facile de s'occuper de lui. Je ne savais pas quoi répondre. Sa voix était douce, mais chaque mot sonnait comme une mise en garde. Il aime que les choses soient faites d'une certaine façon. Il est habitué à une certaine rigueur. Et moi, je suis là pour veiller à ce qu'il ne change pas trop. Elle a posé la tasse devant moi, lentement. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, un peu confuse, un peu mal à l'aise. Oui, je comprenais. Ou du moins, je croyais comprendre. Quand Marc est revenu, elle a immédiatement repris son rôle de mère aimante, bavarde et drôle. Elle parlait fort, riait, racontait des souvenirs. J'avais l'impression d'avoir rêvé ce moment dans la cuisine. Pourtant, quelque chose en moi s'était figé. En partant, elle m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Avant que je monte dans la voiture, elle a déposé une main sur mon bras. Tu es une jolie fille. Douce, polie. Marc a toujours eu bon goût. Mais souviens-toi d'une chose. Personne ne connaît mon fils mieux que moi. Elle a souri, puis a fermé la porte doucement, sans un bruit. Sur le chemin du retour, Marc parlait, riait, mais moi je restais silencieuse. J'essayais de comprendre ce que j'avais ressenti. Ce n'était pas de la peur, pas encore. C'était un pressentiment. Le sentiment d'avoir rencontré une femme qui ne partageait pas son fils mais qui le possédait. Les jours suivants, j'ai souvent repensé à cette soirée. Au ton de sa voix, à ses gestes, à ce regard qui m'avait traversé. Peut-être qu'elle voulait seulement me protéger. Peut-être que j'avais mal interprété. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce dîner n'était pas seulement une première rencontre, c'était le début d'un combat silencieux. Un combat entre deux femmes, liées par le même homme. Et aucune des deux n'avait l'intention de céder. Au début, je ne voyais rien. Ou peut-être que je ne voulais rien voir. L'amour rend aveugle, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Et moi, j'étais follement amoureuse de Marc. Nous venions à peine de nous marier, et tout semblait encore fragile, encore en construction. Chaque jour était une promesse de bonheur. Mais dans l'ombre de cette vie nouvelle, quelque chose grandissait lentement, silencieusement comme une fissure qu'on ne remarque pas tout de suite dans un mur, jusqu'au jour où il s'effondre. Hélène, ma belle-mère, avait commencé à s'immiscer dans notre quotidien dès la première semaine de notre retour de lune de miel. J'étais encore dans l'euphorie du voyage, les valises à peine déballées, quand elle a appelé Marc. « Mon chéri, tu es rentré? Vous avez passé un bon séjour? » Sa voix était douce, presque tendre. Mais à la fin de la conversation, elle a ajouté d'un ton faussement léger. « Et dis-moi, ta femme n'a pas oublié d'arroser mes plantes pendant ton absence. » J'ai ri. Je croyais que c'était une plaisanterie. Mais Marc a blâmé. Il s'est contenté de répondre calmement. « Maman, ce n'est plus ton appartement ici, d'accord? » Elle a ri à son tour, mais son rire sonnait faux. Le lendemain, sans prévenir,
Elle est venue chez nous avec un panier de légumes. De mon jardin, a-t-elle dit fièrement. J'ai voulu la remercier, lui proposer un café, mais elle s'est tout de suite mise à inspecter la maison. Elle a ouvert les placards, observé la cuisine, commenté la couleur des rideaux, la disposition des meubles. Oh, tu as changé la nappe. C'est dommage, celle que j'avais offerte à Marc allait mieux avec les assiettes. Tu ranges les verres ici? Intéressant. Moi, je les mettrais plutôt là. Chaque mot était prononcé avec douceur, mais chaque remarque portait une pointe de désapprobation. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie, c'était une inspection. Et moi, naïvement, je souriais, pensant qu'elle voulait juste aider. Puis vinrent les appels. Au début, 1 ou 2 par semaine. Puis chaque jour. Parfois même 2 ou 3 fois dans la même journée. Toujours pour des raisons pratiques, une recette, un conseil, une anecdote. Mais toujours avec la même conclusion. Tu sais, Marc, si tu veux, je peux passer demain pour t'aider à réparer ça. Elle disait t'aider, jamais vous aider. Elle parlait à son fils, pas à nous. Dans son esprit, notre couple n'existait pas encore. Marc, lui, essayait de temporiser. Il disait souvent, « Laisse-la, elle est seule depuis la mort de papa. Ça lui fait du bien de se sentir utile. » Alors je laissais faire. Par amour, par respect, et peut-être aussi par peur de paraître égoïste. Mais peu à peu, j'ai compris que sa solitude n'expliquait pas tout. Ce n'était pas seulement une mère inquiète. C'était une femme qui refusait de céder sa place. Un dimanche matin, elle est arrivée sans prévenir. J'étais encore en robe de chambre, les cheveux en désordre, le café à la main. Elle a frappé, puis est entrée sans attendre. « Oh! Tu dormais encore ?» J'ai souri poliment, un peu gênée. Nous prenions juste le petit déjeuner. Vous auriez dû nous prévenir. Pourquoi? J'ai la clé, non? A-t-elle répondu avec un naturel désarmant. J'étais bouche bée. Oui, elle avait encore un double des clés. Marc ne l'avait jamais repris, pensant que ce n'était pas la peine de créer un conflit. Ce jour-là, elle s'est assise à table, a pris une tasse, a versé du café et s'est mise à parler de tout et de rien, comme si c'était sa maison. Et moi, je regardais Marc, espérant qu'il dise quelque chose. Mais il restait silencieux, mal à l'aise. La semaine suivante, elle a proposé qu'on simplifie les choses. Vous travaillez tous les deux, vous devez être épuisés. Je peux passer le matin pour faire un peu de ménage, préparer le déjeuner, ranger un peu. J'ai voulu refuser poliment, mais Marc m'a coupé. Ce serait gentil, maman. Merci. J'ai senti mon cœur se serrer. Je n'avais rien dit, et déjà, j'étais effacée. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans la maison. Ma vaisselle avait été déplacée, mes vêtements pliés autrement, mes fleurs remplacées par d'autres. Et sur le frigo, une petite note écrite d'une main élégante. J'ai fait un peu de rangement. Tu verras, c'est mieux ainsi. Helene. Je n'osais rien dire. J'avais peur de passer pour la femme jalouse, la belle fille ingrate. Pourtant, chaque fois que j'entendais sa voix, j'avais une boule dans la gorge. Elle commençait aussi à critiquer mes choix de vie. Une fois, elle a trouvé ma liste de courses sur la table. Elle a haussé les sourcils. « Tu achètes du lait entier? Tu sais que Marc est intolérant? » J'ai répondu doucement. « Non, il m'a dit que ça allait maintenant. »« Non, non. Il dit ça pour ne pas te contrarier. Mais crois-moi, je le connais mieux que toi. » Cette phrase, elle revenait sans cesse. « Je le connais mieux que toi. » C'était devenu son arme favorite. Et Marc? Il essayait de calmer les choses, mais à chaque fois qu'il tentait de la recadrer, elle jouait la victime. « Oh, excuse-moi, je voulais juste aider. Je ne savais pas que je dérangeais. » Et alors, il se sentait coupable. Il finissait par s'excuser, et elle, triomphante, reprenait sa place. Un soir, elle nous a invités à dîner chez elle. J'ai accepté, espérant améliorer notre relation. Sa maison était encore plus ordonnée que la première fois. Tout brillait. Sur la table, elle avait préparé le plat préféré de Marc, un rôti de veau. Elle m'a regardé avec un sourire énigmatique. Il adore ça depuis qu'il est petit. J'espère que tu n'as pas essayé de changer ses goûts. Pendant le repas, elle m'a posé des questions étranges. Tu sais cuisiner le pot-au-feu? Tu fais la lessive à quelle température? Et les finances, c'est toi qui t'en occupes. Chaque mot était mesuré, chaque question était une intrusion. Mais Marc, lui, ne voyait rien. Il riait,
heureux de voir deux femmes qui comptaient pour lui s'entendre. En rentrant, j'ai senti les larmes monter. Mark, ta mère, elle est gentille, mais parfois j'ai l'impression qu'elle veut tout contrôler. Il a soupiré. Tu exagères. Elle est un peu envahissante, oui, mais elle t'aime bien. Elle t'aime bien. Ces mots sonnaient faux. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la possession. Les mois ont passé, et Hélène s'est installée dans notre vie comme une ombre permanente. Elle savait tout, quand je travaillais, quand je faisais les courses, quand Marc partait. Parfois, elle appelait juste pour vérifier. Vous êtes rentré? Je voulais être sûre que tout allait bien. Mais ce tout allait bien sonnait comme une surveillance. Un matin, j'ai trouvé un bouquet de fleurs sur la table avec une carte. Pour ma belle-fille adorée. J'espère que tu ne prendras pas mal mes conseils. Ils viennent du cœur. Helene. J'ai senti un frisson. Ce n'était plus seulement de la gentillesse. C'était une manière de marquer son territoire, de rappeler qu'elle était là, qu'elle voyait tout, qu'elle savait tout. Et puis, il y a eu ce jour où elle est entrée. Pendant que Marc et moi nous disputions à propos d'elle. Sans prévenir, sans frapper, elle a ouvert la porte et a dit calmement. Vous vous disputez à cause de moi? Oh, mes pauvres enfants. Vous savez bien que je ne veux que votre bien. Mais dans ses yeux, il y avait cette lueur, celle de quelqu'un qui savourait sa victoire. C'est à partir de ce jour que j'ai compris, Hélène ne voulait pas seulement être une mère aimante. Elle voulait être la reine de notre vie. Et moi, je n'étais qu'une intruse dans son royaume. Pendant des mois, j'ai appris à me taire. Oui, à me taire. À sourire quand il aurait fallu crier. À dire merci quand, au fond de moi, tout brûlait. C'était plus simple ainsi. Moins de disputes, moins de drames, moins de regards blessés de Marc. Alors, je suis devenue ce que tout le monde semblait attendre de moi, une belle fille docile. Je m'en souviens comme si c'était hier. Chaque matin, je me levais avant Marc, je préparais le café, j'ouvrais les fenêtres, et je m'assurais que la maison soit impeccable. Pas pour moi, pas pour lui non plus, mais pour elle, pour Hélène. Parce que je savais qu'à un moment ou un autre, elle passerait. Toujours par hasard, toujours en coup de vent. Et si elle voyait un grain de poussière, un coussin déplacé, une tasse oubliée dans l'évier, elle en ferait un commentaire déguisé en conseil. Oh, ma chérie, ce n'est pas grave. Quand on débute dans la vie de couple, on apprend encore à gérer une maison. Moi aussi, j'étais comme toi, un peu désorganisée au début. Ces mots paraissaient doux, mais je sentais chaque syllabe comme une gifle. Marc, lui, ne voyait rien. Il croyait sincèrement que sa mère voulait m'aider, qu'elle m'enseignait les petites astuces de la vie. Et moi, j'entretenais cette illusion. Parce que chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, il soupirait, fatigué. Laisse tomber, chérie. Tu sais comment elle est. Elle ne changera pas. Alors j'ai choisi la paix. Une paix fragile, mais nécessaire. Peu à peu, j'ai commencé à anticiper les critiques d'Hélène avant même qu'elle ne vienne. Si elle préférait les torchons pliés en 2, je les pliais en 4. Si elle aimait les fleurs blanches sur la table, j'en achetais tous les lundis. Si elle disait qu'il fallait servir le repas dans un plat ovale, je rangeais les ronds. Je vivais selon ses règles, comme une élève cherchant l'approbation d'un professeur impossible à satisfaire. Un jour, Marc a remarqué que j'avais changé. Tu es plus calme ces temps-ci. C'est bien, non? J'ai souri. Calme. Oui, j'étais calme. Comme une mer sans vent, juste avant la tempête. Mais derrière cette façade de douceur, quelque chose grandissait en moi, une fatigue immense, une lassitude profonde. Je ne vivais plus ma vie, je jouais un rôle. La belle-fille parfaite, polie, serviable, toujours d'accord, toujours prête à écouter. Un dimanche, Hélène est venue déjeuner, comme toujours. Elle s'est assise à table, a observé le plat que j'avais préparé, un gratin de légumes, et a fait une petite moue. « Oh, tu n'as pas mis de crème? C'est pour le régime? » J'ai répondu calmement. Oui, Marc voulait quelque chose de plus léger. Elle a ri doucement. « Mon fils au régime? Allons donc. Depuis quand? » Marc a haussé les épaules, gêné. Elle a continué, implacable. « Tu sais, il a toujours aimé les plats riches, comme ceux que je lui faisais. Les hommes ont besoin de manger, ma chérie. Un peu de crème ne fait de mal à personne. » Elle a pris une bouchée, puis a posé sa fourchette. « Mais c'est bon quand même. Simple, mais beau. »« Simple. » Ce mot-là, elle le répétait souvent. Simple pour dire ordinaire. Simple pour dire pas à mon niveau.
Après le repas, elle s'est mise à ranger sans même demander. Elle ouvrait mes placards, changeait les choses de place. J'ai voulu protester, mais Marc m'a regardé d'un air épuisé. Laisse-la faire. Tu sais bien qu'elle ne supporte pas de rester assise. Alors, encore une fois, je me suis tue. Mais cette fois-là, quelque chose s'est fissuré. J'ai senti ma gorge se serrer, mes mains trembler. Je ne voulais plus de cette vie. Pourtant, je ne disais rien. Parce que j'avais peur de tout perdre. Peur que Marc pense que je détestais sa mère. Peur de passer pour la méchante, celle qui brise les familles. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle encore mieux. Je l'appelais maman, je riais à ses blagues, je lui demandais même des conseils. Et elle, fière de sa victoire, m'enseignait tout. Tu vois, ma belle, un mariage, c'est comme un jardin. Il faut savoir arracher les mauvaises herbes avant qu'elles ne prennent trop de place. Je me suis demandé, ce jour-là, si pour elle, la mauvaise herbe, ce n'était pas moi. Petit à petit, elle a commencé à décider de tout. Les repas du dimanche, les vacances, les cadeaux d'anniversaire. Une fois, elle a même choisi les rideaux de notre chambre sans me demander. Elle est arrivée avec le tissu, rayonnante. C'est un ton neutre, apaisant. Et puis, comme Marc aime le gris, ce sera parfait. J'ai voulu dire non, merci, j'avais choisi autre chose, mais Marc a dit. Oh, c'est gentil, maman. Ils sont très beaux. Alors, encore une fois, j'ai souri. Mais à l'intérieur, je me sentais disparaître. Mon rire sonnait faux, mes gestes étaient mécaniques. Chaque fois qu'Hélène venait, je sentais mon cœur battre plus vite, comme si j'étais une invitée dans ma propre maison. Un soir, alors qu'elle venait de partir, j'ai trouvé sur la table du salon un petit carnet. Je l'ai ouvert par curiosité. C'était son carnet de notes. Elle y écrivait tout. Les repas qu'elle préparait, les jours où elle venait, les progrès que je faisais. Et sur la dernière page, une phrase a glacé mon sang. Elle apprend vite, mais il faut encore la surveiller. J'ai refermé le carnet en tremblant. Elle parlait de moi comme d'une enfant. Au pire, comme d'un animal qu'on dresse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé Marc dormir paisiblement à côté de moi, inconscient de la guerre silencieuse qui se jouait entre sa mère et moi. Je me suis demandé, jusqu'où irait-elle? Jusqu'où irais-je pour sauver mon mariage? Le lendemain, j'ai pris une décision. Si je voulais survivre dans cette maison, je devais devenir invisible. Ne plus contester, ne plus montrer mes émotions, ne plus donner prise à ses attaques. J'ai appris à l'écouter sans répondre, à sourire sans ressentir, à exister sans déranger. C'était une stratégie de survie. Je devenais une ombre douce, malléable, discrète. Et Hélène, croyant avoir gagné, relâchait parfois sa vigilance. Mais pendant qu'elle me croyait soumise, moi, j'observais. J'apprenais. J'attendais. Je notais tout, ses habitudes, ses faiblesses, les moments où elle se contredisait. Je découvrais, peu à peu, qu'elle n'était pas invincible. Sous sa façade de femme forte, il y avait des fissures, des peurs, des insécurités. Un jour, elle a reçu un appel pendant qu'elle était chez nous. Elle s'est éloignée pour répondre, mais j'ai entendu sa voix trembler. Non, je n'ai pas encore les résultats. Oui, je te rappellerai. Quand elle est revenue, son visage était pâle. Pour la première fois, je l'ai vue fragile. Et cette image m'a troublée. Elle n'était plus seulement ma rivale. Elle était une femme, fatiguée, seule, terrifiée de vieillir et d'être oubliée. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La domination d'Hélène ne venait pas de la méchanceté, mais de la peur. La peur de perdre le contrôle, la peur de ne plus exister. Mais comprendre ne veut pas dire pardonner. Car même si je voyais sa douleur, la mienne grandissait aussi. Et je savais, au plus profond de moi, que cette paix silencieuse ne durerait pas éternellement. Qu'un jour, je devrais choisir, continuer à me taire, ou reprendre ma voix. Ce jour-là n'était pas encore venu, mais il approchait. Lentement, inévitablement. Et quand il arriverait, Hélène découvrirait que la belle-fille docile n'était plus si docile que ça. Au début, je ne voyais rien. Ou plutôt, je ne voulais rien voir. Les choses semblaient si petites, si anodines, presque insignifiantes. Des gestes du quotidien, des mots bien choisis, des phrases douces prononcées au bon moment. Mais derrière ces apparences tranquilles, il y avait une mécanique parfaitement huilée, une stratégie invisible, celle de ma belle-mère, Hélène. Elle ne criait jamais. Elle ne se mettait jamais en colère. Non, elle était bien plus subtile que ça.
Sa force résidait dans son calme, dans ce ton posé qu'elle utilisait pour instiller le doute, pour semer la confusion sans jamais se salir les mains. Tout commença par des détails. Des choses qu'elle disait à Mark, toujours sur un ton bienveillant, comme si elle s'inquiétait simplement pour lui. Mark, mon chéri, tu as l'air fatigué. Ta femme te fait trop travailler, peut-être? Ma belle, tu devrais le laisser se reposer un peu plus. Les hommes ont besoin de calme. Ces phrases semblaient inoffensives. Mais répétées jour après jour, elles creusaient quelque chose. Un petit espace entre nous. Une distance presque imperceptible. Et Mark, sans s'en rendre compte, commençait à me regarder différemment. Parfois, elle venait à la maison avec des plats déjà préparés. Oh, je sais que tu aimes cuisiner, ma chérie, mais Mark adore mon rôti. Ce serait dommage qu'il s'en passe, non? Je souriais, je remerciais, mais à l'intérieur, je bouillais. Chaque geste d'Hélène était une façon de me rappeler ma place, celle de l'étrangère dans la vie de son fils. Avec le temps, elle a appris à manier l'art du doute. Elle savait exactement quoi dire pour que Mark se pose des questions. Tu sais, Mark, quand j'ai appelé hier soir, elle n'a pas décroché. Tu sais où elle était? Oh, sûrement occupée. Bien sûr, mais fais attention, les femmes ont parfois besoin de liberté. Elle disait ça avec un sourire, un ton presque complice, mais son regard, lui, était chargé de poison. Et Mark, sans même s'en rendre compte, rentrait le soir avec un regard plus distant. Je sentais son esprit se remplir petit à petit de ces insinuations. Rien de direct, rien d'évident. Seulement des soupçons, des idées plantées doucement, comme des graines qu'Hélène arrosait avec patience. Un jour, je suis rentrée plus tard du travail. La librairie avait fermé en retard, à cause d'une panne de caisse. Quand je suis arrivée, Mark m'attendait dans le salon, les bras croisés. Maman m'a dit que tu étais encore dehors à cette heure-là. Tu étais où, exactement? J'ai senti ma gorge se serrer. Je t'ai envoyé un message. Tu ne l'as pas vu? Il a vérifié son téléphone, puis a haussé les épaules. Non. Peut-être qu'il s'est perdu. Mais dans ses yeux, je voyais la graine du doute qui avait germé. Le lendemain, Hélène a appelé, comme à son habitude. Tu sais, ma belle, les malentendus arrivent vite dans un couple. Il faut toujours être clair avec les hommes. Ils sont sensibles à la loyauté. Ces mots étaient choisis avec soin, comme s'ils voulaient m'aider. Mais je savais. Elle savait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que rien de ce qu'elle faisait n'était laissé au hasard. Chaque visite, chaque cadeau, chaque conseil avait un but, garder le contrôle. Elle contrôlait Mark à travers ses émotions. Elle contrôlait notre maison à travers ses conseils. Et maintenant, elle essayait de me contrôler à travers la culpabilité. Elle m'appelait souvent, juste pour discuter. Mais chaque conversation ressemblait à un interrogatoire déguisé. Alors, ma belle, comment va ton travail? Tu vois encore beaucoup de clients masculins? Tu sais, Mark a toujours été un peu jaloux, c'est dans sa nature. Il faut faire attention à ne pas le blesser. Je raccrochais, épuisée. Et chaque fois que je pensais m'en libérer, elle trouvait une nouvelle façon d'entrer dans nos vies. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait un double de nos clés. Je ne sais pas depuis combien de temps elle les avait, ni comment elle les avait obtenues. Mais je l'ai trouvée dans notre salon un matin, assise calmement, en train de lire le journal. Oh, ma chérie, je t'ai fait peur? J'étais juste dans le coin, et je me suis dit que je pouvais t'attendre pour prendre un café. J'étais trop choquée pour parler. Mark, lui, trouvait ça adorable. C'est juste maman, elle aime être proche de nous. Proche? Non. Présente partout. Et plus elle envahissait notre espace, plus je sentais le mien disparaître. Même ma façon de penser changeait. J'hésitais à dire certaines choses, de peur que ça lui revienne d'une manière ou d'une autre. Parce qu'elle avait un don. Tout savoir, même ce qu'on ne disait pas. Un soir, j'ai surpris une conversation entre elle et Mark. Ils parlaient bas, dans le salon. Je m'étais levée pour aller chercher un verre d'eau, et j'ai entendu. Maman, arrête, s'il te plaît. Tu compliques les choses. Je ne complique rien, Mark. Je t'ouvre les yeux. Tu es aveuglé. Elle te cache des choses, je le sens. Je me suis figée. Je sentais ma peau brûler. Quand je suis apparue, Hélène a changé de ton immédiatement. Oh, nous parlions de toi, justement. Je disais à Mark à quel point tu étais courageuse. Gérer une maison, un travail, et tout le reste. Ce n'est pas facile.
Sa voix était douce, presque tendre. Mais dans ses yeux, je voyais le défi. Elle voulait que je perde le contrôle. Que je me mette en colère. Que je dise quelque chose qu'elle pourrait retourner contre moi. Alors, j'ai souri. Encore une fois. Toujours. Mais cette fois-ci, à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. À partir de ce jour, j'ai commencé à noter chaque détail. Chaque mensonge, chaque manipulation. Parce qu'à force d'être docile, on devient observatrice. Et à force d'observer, on finit par comprendre le jeu. J'ai remarqué qu'elle parlait différemment selon les moments. Quand Marc était là, elle était douce, aimante, presque fragile. Mais quand nous étions seuls, son ton changeait. Sa voix devenait tranchante. Ne crois pas que je ne te vois pas venir, ma belle. J'ai vécu plus longtemps que toi, et je sais comment les jeunes femmes s'y prennent. Je l'ai regardée sans répondre. Que veux-tu dire? Elle a souri. Rain, ma chérie. Mais fais attention. Tout finit par se savoir. Ces mots ont résonné longtemps dans ma tête. Tout finit par se savoir. Était-ce une menace? Une promesse? À partir de là, son emprise s'est faite plus invisible, mais plus profonde. Elle utilisait les souvenirs de Marc contre moi, des choses que je ne pouvais pas contester. Tu te souviens, Marc, quand tu étais petit et que je te faisais du chocolat chaud après tes cauchemars? Elle ne connaît pas ces choses-là, elle. Elle ne peut pas te comprendre comme moi. Elle savait toucher son cœur. Et chaque fois, je sentais Marc se replier un peu plus vers elle. Mais malgré tout, je gardais le silence. Parce que je savais qu'un cri contre elle serait une victoire pour elle. Alors j'ai choisi une autre arme, la patience. Je me suis mise à jouer son jeu. À sourire quand elle parlait, à la remercier quand elle m'humiliait, à être plus douce encore qu'elle ne l'attendait. Et pendant qu'elle croyait me dominer, je l'observais. C'est ainsi que j'ai découvert la plus grande des manipulations. Un jour, en rangeant les papiers de Marc, j'ai trouvé une procuration bancaire. Une autorisation qu'il avait signée des mois auparavant, sous prétexte d'une aide administrative que sa mère lui avait demandée. En réalité, elle avait accès à son compte. Elle surveillait tout, nos dépenses, nos achats, nos projets. Ce soir-là, j'ai compris. Ce n'était plus seulement du contrôle émotionnel. C'était du contrôle total. Et en découvrant cela, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti une étrange clarté. Hélène avait passé des années à tisser sa toile. Mais moi, j'avais enfin trouvé le fil qui la tenait. Je n'allais pas le tirer tout de suite. Non. J'allais attendre le bon moment. Celui où sa propre manipulation se retournerait contre elle. Et ce moment approchait plus vite qu'elle ne l'imaginait. Ce jour-là, tout semblait normal. Enfin, presque. Depuis des semaines, l'ambiance à la maison était étrange, lourde, silencieuse, pleine de choses non dites. Mais ce matin-là, j'ai décidé de me lever avec le sourire, car c'était l'anniversaire de Marc. Je voulais que tout soit parfait. J'avais préparé une surprise depuis plusieurs jours, un dîner intime, quelques amis proches, une ambiance chaleureuse, sans excès. J'espérais que cette soirée pourrait nous rapprocher, effacer un peu les tensions invisibles qui s'étaient installées entre nous. J'avais commandé son gâteau préféré, un millefeuille à la vanille, et acheté une montre qu'il avait regardée des dizaines de fois en vitrine sans jamais oser l'acheter. Je voulais qu'il sente que, malgré tout, je pensais à lui, que je l'aimais encore profondément. Mais dès le matin, quelque chose sonnait faux. Marc était distant, presque absent. Il répondait par monosyllabes, regardait son téléphone sans arrêt, comme s'il attendait un message important. Je me suis dit, peut-être que sa mère lui a déjà parlé, peut-être qu'elle prépare quelque chose aussi. Et effectivement, vers midi, elle a appelé. « Joyeux anniversaire, mon trésor. Tu sais que j'ai tout prévu pour ce soir? »« Ce soir » a-t-il répondu, surpris. « Bien sûr. Toute la famille vient dîner à la maison. Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser passer ton anniversaire sans moi? » Je me suis figée. Je l'entendais à travers le haut-parleur, sa voix douce, pleine de cette fausse affection qui cachait son besoin de tout contrôler. Marc a hésité un instant, m'a regardé, puis a dit d'une voix incertaine. « Oh! Maman, j'avais déjà prévu quelque chose avec Clara. »« Oh, ma pauvre Clara comprendra bien, non? Tu ne peux pas refuser à ta mère un repas d'anniversaire. » Et puis, j'ai tout préparé. Le ton restait doux, mais la phrase sonnait comme un ordre. Je n'ai rien dit. J'ai simplement baissé les yeux, le cœur serré. Encore une fois, elle avait gagné.
Marc, gêné, a murmuré. On peut peut-être aller là-bas un moment, et revenir ensuite. J'ai forcé un sourire. Oui, bien sûr. Ce sera bien. Mais au fond, je savais que ce moment se transformerait en toute la soirée. Quand nous sommes arrivés chez Hélène, tout était prêt, comme toujours. La table brillait, les bougies étaient allumées, les plats fumaient encore. Tout respirait la perfection, ou plutôt, le contrôle absolu. Ah, mes enfants, a-t-elle lancé en ouvrant la porte. Elle m'a embrassé sur la joue, mais ses lèvres n'ont pas touché ma peau. Clara, tu es magnifique, comme toujours. J'espère que tu n'as pas trop cuisiné, je me suis occupée de tout. J'ai souri, encore une fois. C'était devenu ma façon de survivre. Pendant le repas, elle a monopolisé la conversation. Elle parlait de Marc, de son enfance, de ses réussites, de ses habitudes, toutes ces petites choses qu'elle seule connaissait. À chaque anecdote, elle me jetait un regard rapide, comme pour me rappeler. Tu ne fais pas partie de son passé, tu ne fais que l'emprunter pour un moment. Puis, au milieu du repas, elle s'est tournée vers moi avec un sourire feintement aimable. Et toi, ma chère, comment ça se passe à ton travail? Toujours autant de collègues masculins? Tout le monde a ri, croyant à une plaisanterie. Mais moi, j'ai senti la brûlure derrière ces mots. Elle savait exactement où appuyer. Marc a rougi, mal à l'aise. Ma man a salty plate. Oh, voyons, je plaisante, dit-elle en riant. C'est juste que je trouve ça courageux de travailler dans un environnement aussi dynamique. Je n'ai rien répondu. Mais à cet instant, quelque chose en moi s'est fissuré. Ce n'était plus seulement de la colère ou de la peine. C'était un déclic. Je la regardais rire, tenir la main de Marc, parler comme si j'étais une simple invitée dans ma propre vie. Et soudain, j'ai compris. Elle ne s'arrêterait jamais. Tant que je la laisserais faire, elle continuerait à me voler tout mon espace, mon mari, ma paix. La soirée avançait. Le gâteau arriva, les bougies furent allumées. Tout le monde chantait, sauf moi. J'observais la scène comme à travers une vitre. Quand Marc a soufflé les bougies, Hélène s'est levée, un grand sourire aux lèvres. J'ai moi aussi une surprise. Elle s'est dirigée vers le salon et a sorti un petit coffret qu'elle tendit à Marc. Ce cadeau est spécial. C'est un souvenir de ton père. Marc a ouvert le coffret avec émotion. À l'intérieur, une montre ancienne, en or, gravée à l'arrière. Pour mon fils, avec tout mon amour. Marc avait les larmes aux yeux. Il a serré sa mère dans ses bras, sans même me regarder. Merci, maman. J'ai senti un vide immense m'envahir. Mon propre cadeau, soigneusement préparé, attendait dans le coffre de la voiture. À cet instant, j'ai su qu'il ne le verrait peut-être jamais. Mais soudain, quelque chose s'est produit. Une petite erreur, un détail, et tout a basculé. Marc, ému, a posé la montre sur la table. En dessous, une enveloppe blanche est tombée, glissant sur le sol. Je me suis baissée pour la ramasser avant lui, sans réfléchir. Sur le coin, il était écrit « Relevé bancaire, compte joint Hélène et Marc ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai levé les yeux vers elle. Son visage a pâli, juste une seconde. Une seconde suffisante. Marc a remarqué mon expression. « Qu'est-ce que c'est ?»« Rien. Une erreur. Donne-moi ça, mon chéri. » A-t-elle dit précipitamment. Mais c'était trop tard. Marc avait déjà pris l'enveloppe et commencé à lire. Son visage s'est figé. « Maman, pourquoi il y a de l'argent à mon nom sur ton compte ?» Le silence est tombé dans la pièce comme une lame. Hélène a tenté de sourire. « Oh, c'est simplement une question de commodité. Tu sais bien, je gère parfois tes factures. » Mes factures. Mais, ces sommes viennent de mon salaire. Elle a voulu parler, mais sa voix tremblait. C'était pour ton bien. Tu dépenses trop parfois, je voulais t'aider à gérer. Marc s'est levé brusquement. Maida, en volant mon argent. Ces mots ont claqué dans l'air. Personne n'osait bouger. Je restais là, figé, à regarder la scène se dérouler comme un film. Après des mois de mensonges, la vérité venait enfin de sortir, par hasard, au pire moment pour elle. Hélène, déstabilisée, s'est tournée vers moi. Tu as fait exprès. Tu as fouillé, n'est-ce pas? Non, Helene. C'est le hasard. Mais peut-être que le hasard, parfois, fait bien les choses. Elle m'a lancé un regard noir. Tu crois que tu as gagné? Tu ne comprends pas ce que c'est, d'être mère. Marc, d'une voix froide, a coupé. Oh non, maman.
C'est toi qui ne comprends pas ce que c'est, d'être juste. Puis il a pris ma main. Pour la première fois depuis longtemps. On rentrait, Clara. Dans la voiture, le silence pesait. Je ne savais pas s'il m'en voulait encore, s'il doutait d'elle ou de moi. Mais au fond, quelque chose avait changé. Mark avait vu. Il avait enfin vu. En rentrant à la maison, il s'est assis dans le salon, la tête dans les mains. Je ne sais plus quoi penser. Elle a tout fait pour que je doute de toi, et je l'ai laissé faire. Je me suis approchée doucement. Elle t'aime, Mark, mais d'une manière qui détruit tout autour d'elle. Il a hoché la tête, les yeux embués. Je ne veux plus qu'elle décide pour moi. C'est fini. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un souffle d'air nouveau dans la pièce. Comme si, après tant de manipulations, la vérité avait enfin ouvert une fenêtre. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Hélène n'allait pas disparaître si facilement. Elle avait perdu une bataille. Pas la guerre. Et au fond de moi, je sentais qu'après l'anniversaire qui avait tout changé, le plus dur restait à venir. Le lendemain de l'anniversaire, la maison semblait plus silencieuse que jamais. Le calme après la tempête, ou plutôt, le calme avant l'explosion. Mark et moi étions rentrés tard de la soirée, et aucun mot n'avait été échangé sur le chemin du retour. Chacun absorbé dans ses pensées, mais moi, plus que jamais, consciente que quelque chose avait changé. Je voyais Mark dans le salon, assis sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, son souffle court. La révélation de la veille l'avait secoué. Hélène n'avait pas seulement manipulé nos vies à travers de petites insinuations, elle avait littéralement pris le contrôle de ses finances. L'idée qu'il ait été trompé par sa propre mère le plongeait dans un état que je n'avais jamais vu auparavant. « Clara » a-t-il murmuré, la voix tremblante. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je suis restée près de lui, silencieuse, laissant ses mots s'échapper comme un torrent longtemps retenu. La colère et le doute se mélangeaient dans ses yeux, une tempête que je n'avais jamais vue se déchaîner dans son esprit. Je me suis assise à côté de lui, prenant sa main dans la mienne. « Mark, ce n'est pas de ta faute. Elle a passé des années à t'enseigner à douter, et nous n'avons jamais su jusqu'à hier. » Il secoua la tête, presque incrédule. « Douter. Douter de toi. Et moi, je l'ai laissé faire. Je ne sais même pas si je peux lui faire confiance. » Ce mot « confiance » résonnait dans la pièce comme une cloche brisée. Car après tant d'années, ce que Mark avait cru être des moments de complicité avec sa mère s'était transformé en une série de manipulations invisibles. Il avait été piégé par celle qu'il aimait, par celle qu'il considérait comme sa guide, son soutien. Pendant des semaines, Hélène avait travaillé dans l'ombre, tissant son influence avec une précision chirurgicale. Elle savait exactement quelles émotions déclencher, quels mots prononcer pour que la peur, la culpabilité et le doute s'installent dans nos vies. Et à présent, tout éclatait au grand jour. Mark assis Levassodane, le regard dur, le corps tremblant. Je dois parler à ma mère. Maintenant. Je le suivis à contre-cœur. Mon cœur battait à tout rompre, car je savais que cette confrontation serait explosive. Hélène ne se montrait jamais fragile. Elle savait cacher la vérité derrière un sourire, derrière un ton calme et chaleureux. Mais hier, elle avait laissé un fil visible. Et je savais que Mark le saisirait. Nous sommes arrivés dans le salon où Hélène était en train de ranger des documents. Elle nous a accueillis avec son sourire habituel. « Mark, mon fils. Alors, tu as aimé la soirée? » Mark serra les poings. Ses yeux lançaient des éclairs. « Comment as-tu pu? »« Comment? Quoi? » demanda Hélène, faussement étonnée. « Comment as-tu pu utiliser mon argent sans que je le sache? Comment as-tu pu manipuler tout ce que nous faisions, moi et Clara? » Elle feignit l'innocence, mais je voyais le tremblement dans ses mains. « Mon chéri, je faisais ça pour toi, pour ton bien. »« Pour mon bien? » hurla Mark, incapable de contenir sa colère. « C'est ça, ton bien? Contrôler chaque aspect de ma vie, m'espionner, et manipuler mes sentiments. » Elle baissa les yeux un instant, mais je voyais encore ce mélange de déni et de défi. Elle était prête à tout nier, à tout retourner contre nous. Je me levai, le cœur battant, la voix ferme. « Hélène, tout ce que tu as fait, nous l'avons vu. Et nous ne resterons pas passifs. » Elle eut un léger rire, presque moqueur. « Passif? Mais vous n'êtes pas encore prêt à comprendre ce que cela signifie de survivre dans cette famille. » Ces mots me firent frissonner. Elle n'avait pas l'intention de céder. Jamais. Mais la vérité était là. Mark la voyait enfin pour ce qu'elle était réellement,
une manipulatrice habile, capable de détourner la perception de son propre fils. Pendant des heures, nous avons débattu, hurlé, et tenté de comprendre les manipulations invisibles. Chaque phrase qu'elle prononçait avait été mesurée, chaque sourire calculé pour maintenir son emprise. Et Mark, en colère, vacillait entre la déception et le ressentiment. Tout ce que je pensais savoir, tout ce que j'ai cru vrai, elle a tout détruit, murmura-t-il, le visage pâle. Moi, j'essayais de rester calme, mais à l'intérieur, la rage bouillonnait. J'avais été silencieuse trop longtemps. J'avais observé, j'avais analysé, et maintenant, il était temps de riposter. Mais comment? Comment reprendre ce qui nous avait été subtilement volé? Mark se leva, la colère dans ses yeux remplacée par une détermination froide. Hélène, c'est fini. Ce contrôle, cette manipulation, je refuse de continuer à vivre sous ton joug. Hélène ricana, mais son rire sonnait faux. Ses mains tremblaient légèrement. Tu crois pouvoir me battre, Mark? Tu ne comprends pas, je connais chaque faiblesse, chaque peur. Mark s'approcha, implacable. Peut-être. Mais je sais maintenant que tu n'as plus de pouvoir sur moi. Plus aucun. Je la regardais, moi aussi, et je compris quelque chose d'essentiel. La façade était tombée. Les masques s'étaient fissurés. Et derrière son apparente sérénité, Hélène montrait enfin des signes de panique, d'incertitude. Le doute et la colère avaient enfin fait leur travail. Et maintenant, une question brûlait dans mon esprit. Comment elle réagirait? Quelle serait sa prochaine attaque? Quel serait le prochain pas dans ce jeu dangereux de pouvoir et de manipulation? Car malgré tout, je savais que cette confrontation n'était qu'une bataille. La guerre ne faisait que commencer. Et dans le silence tendu de la maison, je sentais que le vrai choc, la véritable revanche, allait bientôt éclater. Le matin après l'altercation avec Hélène, l'atmosphère dans la maison était électrique. Chaque bruit, chaque respiration semblait amplifier le silence qui pesait sur nous. Mark était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains, perdu dans ses pensées, et moi, je me tenais près de la fenêtre, regardant la lumière timide filtrer à travers les rideaux gris. Je savais qu'aujourd'hui, rien ne serait plus comme avant. Depuis l'anniversaire, la vérité avait commencé à fissurer les murs invisibles que Hélène avait érigés autour de nos vies. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la découverte du mensonge allait aller beaucoup plus loin que ce que nous avions imaginé. Je me souvenais encore de ce détail insignifiant, presque imperceptible, que j'avais remarqué quelques semaines plus tôt. Hélène rangeait toujours certains documents dans un tiroir verrouillé du bureau de Mark. Elle disait que c'étaient des papiers sans importance, mais quelque chose dans son attitude m'avait toujours mise mal à l'aise. Ce matin-là, poussée par une intuition que je ne pouvais ignorer, j'ai décidé de jeter un coup d'œil. Le bureau était silencieux. Mark, toujours assis, semblait dans une sorte de léthargie émotionnelle. Je me suis approchée doucement, ma main tremblante alors que je glissais la clé que j'avais trouvée accidentellement dans un petit pot de fleurs derrière le bureau. La serrure céda avec un clic discret. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il entende. À l'intérieur, une pile de dossiers parfaitement organisés m'attendait. Les papiers portaient des titres innocents, mais en les feuilletant, je compris immédiatement que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de beaucoup plus grave que tout ce que j'avais imaginé. Les relevés bancaires détaillaient des transactions qui ne correspondaient pas aux achats ou aux comptes que nous utilisions. Chaque ligne était une preuve du contrôle invisible qu'Hélène exerçait sur nos finances. Mais ce n'était pas tout. Entre les papiers, j'ai trouvé des lettres, soigneusement pliées, adressées à Mark, jamais envoyées par la poste mais écrites de sa main sous l'influence subtile de sa mère. Certaines parlaient de projets qu'elle avait sabordés, d'opportunités professionnelles annulées, et d'autres contenaient des phrases plus personnelles, dans lesquelles elle manipulait son amour pour lui comme un levier. Mon souffle s'accéléra. Chaque lettre était une nouvelle trahison, un rappel brutal de toutes ces années de manipulation silencieuse. Et plus je lisais, plus je sentais la colère et la douleur monter en moi. Ce n'était plus seulement Hélène qui avait joué avec notre vie, c'était Mark, involontairement, qui avait été manipulé à chaque étape. À ce moment-là, Mark entra dans le bureau. « Clara, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée, les documents en main, les yeux brillants d'indignation et de choc. « Mark, regarde ça !» Je lui tendis les dossiers et les lettres. Il prit une profonde inspiration et commença à lire. Son visage passa de la confusion à l'incrédulité, puis à la rage pure. « Non, non, ce n'est pas possible. Maman !» Il secoua la tête, incapable de continuer à lire.
Tout ce temps, elle a menti sur tout, sur moi, sur nous, sur toi. Je le regardais, partageant sa douleur. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était complète, structurée et calculée. Hélène avait orchestré ce mensonge depuis des années, chaque mot, chaque geste, chaque sourire soigneusement placé pour maintenir son emprise. Mais en même temps, quelque chose de surprenant se produisit. Marc, au lieu de se replier sur sa colère, me regarda et dit « Clara, je crois que maintenant, je comprends vraiment. Tout ce qu'elle a fait, elle ne s'attendait pas à ce que je voie les choses de cette manière. » Son ton était froid, déterminé, comme si une nouvelle force émergeait de la douleur. Pour la première fois, je sentis que la dynamique avait changé. Nous n'étions plus victimes de ces manipulations. Nous avions découvert le mensonge, et avec cette découverte venait un pouvoir que nous n'avions jamais eu auparavant. Mais ce n'était pas si simple. La maison était silencieuse, mais Hélène savait déjà que quelque chose avait été trouvé. Son intuition était légendaire, et j'étais certaine qu'elle se préparait à riposter. Chaque geste que nous ferions maintenant serait scruté, analysé et retourné contre nous si nous n'étions pas prudents. Mark posa les documents sur le bureau, le visage grave. Clara, elle nous a menti depuis le début. Mais maintenant, je ne la laisserai plus contrôler nos vies. Je hochai la tête, sentant une vague de détermination m'envahir. Mais je savais que le chemin pour reprendre notre vie serait long, dangereux et semé de pièges. Hélène n'abandonnerait jamais facilement. Elle avait l'expérience, le contrôle et la patience de son côté. Mais nous avions enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, la vérité. Et la vérité était un levier puissant. Alors que nous refermions les dossiers et nous asseyions pour parler de la manière de gérer cette découverte, je sentis quelque chose d'inattendu, un mélange de peur, de colère et d'excitation. La colère venait de ce qu'Hélène avait fait. La peur venait de ce qu'elle pourrait faire ensuite. Et l'excitation venait de l'idée que nous pourrions enfin reprendre le contrôle, retourner la situation et révéler ce que nous avions découvert à Marc. Mais Hélène ne resterait pas passive. Elle préparait sa riposte, je le savais. Et la tension qui montait dans cette maison n'était que le prélude à un affrontement qui promettait d'être intense, silencieux et redoutable. La découverte du mensonge avait tout changé. Rien ne serait plus jamais pareil. Et au fond de moi, je sentais que la suite serait plus sombre, plus violente et plus inattendue que tout ce que nous avions vécu jusqu'à présent. Les jours qui suivirent la découverte du mensonge furent étranges, presque irréels. Dans la maison, chaque pas, chaque regard semblait chargé d'une tension nouvelle. Marc et moi ne parlions que par murmures, comme si nous craignions qu'Hélène puisse entendre nos pensées à travers les murs. Tout était devenu fragile, suspendu, comme si un fil invisible retenait encore l'explosion qui menaçait de tout détruire. Hélène, elle, paraissait calme, trop calme. Elle se promenait dans la maison avec son air maternel habituel, préparait le café le matin, déposait des biscuits sur la table, parlait du jardin ou de la météo. Mais ses yeux, eux, trahissaient quelque chose d'inquiétant, une vigilance froide, une suspicion croissante. Elle savait, pas exactement ce que nous avions découvert, mais elle sentait que quelque chose lui échappait. Et c'est à ce moment-là que Marc eut l'idée. Clara, on ne peut pas la confronter maintenant. Elle serait capable de tout nier, de tout retourner contre nous. Si on veut s'en sortir, il faut agir différemment. Il faut qu'on la prenne à son propre jeu. Ces mots étaient lourds, réfléchis. Je le regardais, incertaine. Tu veux dire, mentir à notre tour? Marc baissa les yeux, soupira. Pas mentir. Jouer. Comme elle l'a toujours fait. Mais cette fois, ce sera elle qui tombera dans son propre piège. C'est ainsi que le plan silencieux est né. Ce n'était pas un plan fait de cris, de disputes ou de confrontations directes. Non. C'était un plan construit sur la patience, l'observation, et surtout, le silence. Pendant des jours, nous avons observé Hélène, comme deux enquêteurs traquant les moindres signes de son contrôle. Nous avons noté ses habitudes, le moment précis où elle sortait pour faire ses courses, les appels qu'elle passait en cachette, les courriers qu'elle ouvrait avant même qu'ils ne nous soient remis. Tout devenait une pièce du puzzle. Marc découvrit même qu'elle avait un double de toutes les clés de la maison, soigneusement dissimulées dans un petit coffret à bijoux. Chaque fois qu'elle croyait que nous dormions, elle entrait dans nos chambres, ouvrait les tiroirs, vérifiait nos affaires. La sensation d'être observée en permanence devenait insupportable. Mais au lieu de la confronter, nous avons décidé d'utiliser cette habitude contre elle. Nous avons commencé à laisser de fausses traces,
des petits indices destinés à la tromper. Une facture oubliée sur le bureau, une conversation téléphonique volontairement audible sur un soi-disant projet à l'étranger, une lettre glissée à moitié sous un coussin où elle ne manquerait pas de fouiller. Chaque détail était calculé pour alimenter sa curiosité maladive. Peu à peu, Hélène tomba dans le piège. Son comportement changea. Elle devint nerveuse, irritable. Elle posait des questions subtiles à Marc, tentait de deviner ce que nous cachions, et chaque fois, nous répondions avec une désarmante sincérité. « Oh, rien, maman, juste du travail. Tu sais bien, les affaires reprennent. » Elle souriait, mais ses yeux bouillaient d'inquiétude. Le soir, quand elle allait se coucher, Marc et moi restions éveillés longtemps. Nous parlions à voix basse, planifiant chaque mouvement comme deux conspirateurs. Si elle mord à l'hameçon, elle va fouiller le bureau demain. On doit y laisser quelque chose qui la pousse plus loin. Mais quoi? Quelque chose qu'elle croira pouvoir utiliser contre nous. Alors Marc rédigea une fausse correspondance, un échange inventé entre lui et un avocat, mentionnant la possibilité de transférer ses biens dans un autre nom, loin des influences familiales. C'était un mensonge, bien sûr, mais c'était précisément ce dont Hélène avait peur, perdre son contrôle financier et émotionnel sur lui. Le lendemain, comme prévu, la lettre disparut du tiroir. Hélène ne pouvait s'en empêcher. Et quand elle revint du jardin, son regard était différent, plus froid, plus calculateur. Elle croyait avoir une longueur d'avance, sans se douter qu'elle marchait droit dans notre filet. Le plan silencieux prit alors une autre dimension. Nous n'étions plus simplement dans la défensive, nous la poussions, doucement, vers sa propre chute. Nous avons commencé à parler plus librement, mais toujours en sa présence. De sujets vagues, mais pleins d'allusions. Tu imagines, Marc, si tout ça se réglait sans dispute? Si la vérité se révélait d'elle-même? Je disais cela tout en la regardant, et je voyais ses doigts se crisper sur sa tasse de thé. Elle ne supportait pas l'idée que quelque chose lui échappe. Elle tenta d'abord de regagner du terrain. Des mots gentils, des compliments forcés, des excuses à demi avouées. Puis, voyant que cela ne fonctionnait pas, elle recommença à semer la discorde. « Marc, tu sais, Clara a beaucoup changé ces derniers temps. Tu devrais te méfier. » Mais cette fois, ses paroles ne trouvaient plus d'écho. Marc la regardait différemment, avec une distance nouvelle. Ce regard-là, elle ne l'avait jamais vu. C'était celui d'un fils qui voyait enfin sa mère telle qu'elle était réellement. Un soir, le moment décisif arriva. Nous savions qu'Hélène allait fouiller le bureau à nouveau. Marc installa un petit dictaphone, dissimulé sous un livre, pour enregistrer la scène. L'idée n'était pas de la piéger juridiquement, mais de se prouver à nous-mêmes qu'elle n'était pas la victime qu'elle prétendait être. Et comme prévu, à minuit passé, la porte grinça. Le bruit léger de ses pas traversa le couloir. Le tiroir s'ouvrit. Puis le froissement du papier. Sa voix, presque inaudible, murmura. « Tu crois vraiment pouvoir me cacher ça, Marc? Je t'ai élevé, je te connais mieux que toi-même. » Le lendemain matin, nous écoutâmes l'enregistrement ensemble. Ce fut un moment de silence absolu. Aucune larme, aucune explosion. Juste une certitude glaciale, nous étions désormais deux contre elle. Mais il y avait encore une étape à franchir. Le plan n'était pas complet. Pour qu'Hélène se démasque complètement, il fallait qu'elle perde le contrôle publiquement, devant quelqu'un d'extérieur à notre maison. C'est alors que Marc eut une idée audacieuse. Inviter son oncle, le frère d'Hélène, pour un dîner. Un homme respecté, calme, à qui Hélène voulait toujours prouver qu'elle avait la vie parfaite. Nous savions que sa présence la mettrait sur la défensive. Le soir du dîner, tout fut orchestré comme une pièce de théâtre. La table était impeccable, le repas prêt, les bougies allumées. Hélène riait fort, jouait la mère aimante, racontait des anecdotes sur l'enfance de Marc. Mais moi, je lançais, au détour d'une phrase, une remarque calculée. « C'est drôle, Marc, tu ne m'as jamais parlé de ce projet dont ta mère t'a empêché il y a quelques années. » Un silence tomba sur la table. Les yeux d'Hélène se figèrent. Puis, lentement, son sourire se crispa. « Quel projet? » demanda-t-elle d'une voix tendue. « Oh, rien d'important. Juste une lettre que j'ai retrouvée par hasard, où tu semblais lui interdire de partir travailler à Lyon. »« L'oncle Franca, Las Sourcelles. Interdire? Pourquoi aurais-tu fait ça, Hélène? » Et c'est là que tout dérapa. Le ton monta, les masques tombèrent. Hélène, incapable de garder son calme, laissa éclater sa vraie nature, les accusations, les reproches,
la colère. Elle révéla, sans s'en rendre compte, des détails qu'elle n'aurait jamais dû prononcer. À la fin du dîner, son frère, choqué, partit sans un mot. Et Hélène, blême, comprit qu'elle venait de se trahir. Le plan silencieux avait fonctionné. Nous n'avions pas crié, nous n'avions pas menacé. Nous avions simplement laissé la vérité se déployer, lentement, implacablement. Ce soir-là, après le départ de l'oncle, la maison retrouva son calme. Hélène s'enferma dans sa chambre. Marc et moi nous sommes assis dans le salon, épuisés mais apaisés. C'est fini, murmurai-je. Pas encore, mais presque. Car la fin approchait. Et avec elle, une dernière confrontation, celle qui allait sceller le destin de cette famille. Cette nuit-là, tout semblait différent. L'air paraissait plus lourd, comme s'il portait en lui le poids de tout ce qui allait être dit. Même le silence dans la maison avait une texture étrange, presque oppressante. On sentait que quelque chose approchait, quelque chose qu'aucun retour en arrière ne pourrait effacer. Marc et moi nous étions préparés toute la journée. Pas avec des mots, mais avec ce calme résolu de ceux qui savent que la vérité doit enfin éclater. Hélène, de son côté, se comportait comme si rien ne s'était passé. Elle avait préparé le dîner, mis la table avec soin, allumé quelques bougies. Mais derrière ces gestes précis, il y avait cette tension dans ses mains, ce tremblement léger qu'elle tentait de cacher. Je savais qu'elle savait. Elle sentait que tout allait se jouer ce soir. Le repas se passa dans un silence presque religieux. Le tintement des couverts sur les assiettes semblait plus fort que d'habitude. Marc fixait son assiette sans dire un mot. Hélène, elle, forçait un sourire, essayant de recréer cette atmosphère familiale qu'elle avait si souvent contrôlée. « Marc, tu es bien silencieux, mon chéri. Tu es fatigué ?» demanda-t-elle, d'une voix douce, presque mielleuse. « Oui, maman. Fatigué. Très fatigué. » répondit-il sans lever les yeux. Je sentis un frisson me parcourir. Ce ton, c'était celui d'un fils qui avait cessé d'avoir peur. Helene posa a safer chat. Son regard se tourna vers moi. « Et toi, Clara? Tu sembles tendue. Il y a quelque chose que tu veux me dire? » Je pris une profonde inspiration. Tout ce que nous avions préparé menait à ce moment précis. « Oui, Hélène. Je crois qu'il est temps de parler franchement. » Un léger tremblement passa sur ses lèvres, à peine perceptible. « De quoi veux-tu parler? » Marc se leva lentement, posa sa serviette sur la table et dit d'une voix calme mais ferme. « De tout. De ce que tu as fait. De ce que tu caches. Et surtout, de la manière dont tu nous as manipulés toutes ces années. » Le mot manipuler claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Le visage d'Hélène se figea. Pendant un instant, elle resta immobile, les yeux écarquillés. Puis, comme si elle reprenait son rôle favori, elle éclata d'un rire forcé. « Voyons, Marc, tu n'es pas sérieux. Menopause. Moi? Mais enfin, je suis ta mère. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. » Marc la regarda impassible. « Ah non, maman. Tu l'as fait pour toi. Pour garder le contrôle. Pour que rien ne t'échappe. Même pas ma vie. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je pris la parole à mon tour. « Hélène, nous savons tout. Nous avons vu les papiers, entendu tes appels, découvert les lettres. Ce que tu as fait à Marc, ce que tu as pris à son père, ce que tu as caché toutes ces années. » À ces mots, elle se redressa brusquement, les yeux brillants de colère. « Tu n'as pas le droit de parler de lui. Tu ne sais rien. » Mais sa voix tremblait. Et pour la première fois, je vis la peur dans son regard. Marc sortit alors une enveloppe de la poche de sa veste. Il la posa doucement sur la table. « Tout est là. Les documents. Les comps. Les signatures. Les transfers. Tout ce que tu as gardé pour toi après la mort de papa. » Le silence qui suivit fut glacial. Hélène regardait l'enveloppe comme si elle contenait un poison. Ses doigts tremblaient. « Tu n'aurais jamais dû fouiller dans mes affaires. » murmura-t-elle. « Ce n'étaient pas tes affaires, maman. C'était l'héritage de papa. Et tu nous l'as caché. » répondit Marc. Elle se leva brusquement, fit quelques pas en arrière, comme une bête acculée. « Tu crois vraiment que tu comprends tout? Tu n'étais qu'un enfant. Tu n'aurais pas survécu sans moi. J'ai tout fait pour vous protéger. » Marc serra les poings. « Non, tu as tout fait pour nous enfermer. Pour que personne ne puisse vivre sans toi. » La tension monta d'un cran. Je pouvais sentir la rage, la tristesse et la peur se mélanger dans cette pièce. Les murs semblaient écouter. Puis,
Soudain, Hélène s'effondra sur sa chaise. Son visage se décomposa, ses épaules s'affaissèrent. Elle n'était plus cette femme forte et dominatrice. Elle était vieille, fatiguée, presque fragile. Je ne voulais pas perdre mon fils, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Alors tu as préféré le posséder, répondit doucement Mark. Un long silence s'installa. Puis, sans un mot, Hélène prit l'enveloppe et la déchira en morceaux. Les papiers tombèrent comme de la neige sur la table. Si c'est tout ce que tu voulais, maintenant tu l'as, dit-elle d'une voix brisée. Mais Mark se contenta de la regarder, sans bouger. Non, maman. Ce que je voulais, c'était la vérité. Pas ta destruction. Je crus, un instant, que la tension allait retomber. Mais c'était sans compter sur le dernier souffle de son orgueil. Elle se leva à nouveau, les yeux pleins de feu. Tu crois que tu peux vivre sans moi? Que cette fille peut t'offrir ce que moi je t'ai donné? Tu verras, Mark, tu regretteras ce soir. Je me levai à mon tour, cette fois sans peur. Non, Helene. C'est toi qui regretteras. Pas parce que tu perds ton fils, mais parce que tu comprends enfin que l'amour ne se contrôle pas. Elle me fixa longuement. Et pour la première fois, elle ne répondit pas. La nuit se prolongea dans un silence lourd. Hélène monta dans sa chambre sans dire un mot. La porte se referma doucement. On entendit juste le cliquetis du verrou. Mark et moi restâmes dans la salle à manger, vidés, hébétés. Le feu dans la cheminée se consumait lentement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. « Est-ce que c'est fini? » demandai-je. « Oui, enfin, je crois. » Mais au fond, nous savions que rien ne se terminerait aussi facilement. Une vérité révélée ne répare pas les années de blessures. Elle ne fait qu'ouvrir la voie à la guérison ou à la chute. Au petit matin, nous avons trouvé la maison vide. La porte d'entrée était ouverte, et sur la table, un mot écrit d'une écriture tremblée. « Je pars. Peut-être qu'en partant, vous retrouverez la paix que je n'ai jamais su vous donner. » Pas de signature. Pas d'adieu. Juste ces quelques mots, lourds de tout ce qu'elle n'avait jamais su dire. Mark resta debout longtemps, le mot à la main. Puis il dit simplement. Elle a enfin lâché prise. Je hochai la tête. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que la maison respirait à nouveau. L'air semblait plus léger, les murs moins étouffants. Cette nuit-là, la nuit des révélations, avait été à la fois une fin et un commencement. Et pourtant, dans un coin de mon esprit, je ne pouvais m'empêcher de penser, les gens comme Hélène ne disparaissent jamais complètement. Leurs ombres restent, tapis dans les souvenirs, prêtes à ressurgir au moindre souffle du passé. Mais pour ce soir-là, au moins, le silence avait enfin un goût de liberté. La maison semblait plus calme depuis le départ d'Hélène, mais ce calme n'était qu'une illusion. En réalité, quelque chose planait encore dans l'air, une tension invisible, une sorte de présage silencieux que ni Mark ni moi n'osions nommer. Pendant quelques jours, nous avons essayé de reprendre le cours normal de nos vies. Nous nous disions que tout était fini, que la vérité avait été dite, que la belle-mère n'avait plus de pouvoir sur nous. Pourtant, au fond de moi, je sentais qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. Hélène n'était pas une femme qui abandonnait facilement. Toute sa vie, elle avait contrôlé, manipulé, orchestré chaque détail pour que tout tourne autour d'elle. Son départ précipité ne pouvait pas être une fuite, mais plutôt une manœuvre. Et j'allais vite découvrir à quel point j'avais raison. Une semaine après cette fameuse nuit, Mark reçut un appel étrange. C'était un numéro inconnu. Quand il décrocha, son visage se figea. « Oui, c'est moi », dit-il d'une voix hésitante. Je le regardais, curieuse, alors qu'il pâlissait à mesure que la conversation avançait. « Non, c'est impossible, il doit y avoir une erreur. » Lorsqu'il raccrocha, il resta quelques secondes immobile, comme paralysé. « C'était la banque, » murmura-t-il. « Quelqu'un a vidé le compte de mon père. Tout a disparu. Mon cœur fait un bond. Mais, comment? Ce compte était bloqué, non? Oui. Mais apparemment, il y a eu une signature. Une autorisation. Datée d'hier. Je compris immédiatement. Helene. Mark ferma les yeux, accablé. Le piège venait de se refermer. Le lendemain, nous nous rendîmes à la banque pour comprendre ce qui s'était passé. Le directeur nous reçut avec un air gêné, presque embarrassé. « Monsieur, tout semblait en règle. Les documents portaient bien votre signature et celle de votre mère. Nous avons vérifié, rien ne paraissait suspect. » Mark sortait un dossier de ses poches. Ma mère n'avait plus le droit de toucher à ce compte.
Elle a falsifié ma signature. Le directeur soupira, jetant un regard compatissant. Je crains qu'il ne soit trop tard. Les fonds ont été transférés sur un compte à l'étranger, au nom d'une société, comment dire, fantôme. Je sentis une colère froide monter en moi. C'était donc ça, son plan. Elle nous avait fait croire qu'elle partait par remords, mais en réalité, elle préparait sa revanche. Une vengeance silencieuse, calculée, implacable. Mark, lui, restait muet. Son regard était perdu, presque vide. Il venait de comprendre que, malgré tout ce qu'il avait fait pour se libérer, Hélène avait encore trouvé le moyen de frapper là où ça faisait le plus mal, dans la mémoire de son père, dans l'héritage qu'il avait voulu préserver. Les jours suivants furent un tourbillon d'angoisse. Mark tenta de porter plainte, mais les autorités lui expliquèrent que sans preuve directe de falsification, l'affaire serait compliquée. Hélène avait tout prévu. Elle avait agi avec une précision diabolique. Les signatures, les dates, les mouvements bancaires, tout était parfaitement orchestré. Une nuit, alors que je peinais à trouver le sommeil, un bruit attira mon attention. Un cliquetis, faible mais distinct, venant du salon. Mon cœur s'accéléra. J'attrapai une lampe de poche et descendis lentement l'escalier. La maison était plongée dans l'obscurité. J'entendais ma propre respiration. Et puis je la vis. Une silhouette, immobile, debout près de la fenêtre. Les cheveux tirés en chignon, le manteau sombre. « Helene, tu croyais que c'était fini, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix calme, presque douce. J.E. Sandy's MES Jams Trembler. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle s'approcha lentement, ses yeux brillant d'une étrange lueur. « Je voulais juste dire au revoir. À toi, à cette maison, à tout ce que j'ai construit. Mais je ne pouvais pas partir sans vous montrer ce que vous m'avez forcé à devenir. » Je reculai d'un pas, effrayé par la froideur de son ton. « Tu es Vol'Argent, Helene. Tu as détruit ton propre fils. » Elle éclata d'un rire sec. « Détruit? Non, ma chère. J'ai simplement rendu les choses équitables. Vous m'avez humilié, trahi, rejeté. Et maintenant, vous savez ce que ça fait de tout perdre. » Mark arriva à ce moment-là, alerté par les voix. « Maman, arrête. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais? » Elle se tourna vers lui, le regard rempli d'une étrange tendresse mêlée de folie. « Je te rends ta liberté, Mark. Mais sache que la liberté a un prix. Tu n'oublieras jamais que sans moi, tu n'es rien. »« Tu te trompes, » répondit-il. « Justement, sans toi, je redeviens moi-même. » Un silence glaçant suivit ces mots. Puis Hélène sourit un sourire triste, presque résigné. « Alors c'est ainsi. Le fils contre la mère. La belle-fille contre la belle-mère. Voilà ce que vous avez fait de notre famille. » Elle fit un pas vers la porte, puis s'arrêta. « Tu comprendras un jour, Mark, quand quelqu'un t'aimera au point de vouloir te garder pour toujours, même contre ta volonté. » Et sans un mot de plus, elle disparut dans la nuit. Les jours suivants furent une épreuve. Nous essayions de reconstruire, de respirer à nouveau, mais le vide qu'elle laissait derrière elle était immense. L'argent volé n'était rien comparé à la blessure morale qu'elle avait infligée. Mark oscillait entre colère et tristesse. Parfois, je le trouvais assis dans le salon, fixant une photo de sa mère, perdu dans ses pensées. « Tu crois qu'elle nous déteste ?» me demanda-t-il un soir. « Non, je crois qu'elle ne sait simplement pas aimer autrement, » répondis-je. Mais au fond, je n'étais pas sûre. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva par la poste. Pas d'expéditeur, mais une écriture que nous reconnaîtrions entre mille, celle d'Hélène. Mark hésita avant d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase. « Le piège n'était pas pour vous, mes enfants. Il était pour moi. » Sous la feuille, une clé. Et une adresse. Mark me regarda, perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Nous décidâmes d'y aller. L'adresse menait à une petite maison au bord de la mer, à plusieurs kilomètres de la ville. À l'intérieur, tout était propre, simple, presque vide. Sur la table, un dossier, des documents bancaires, des reçus, et un compte alimenté d'un montant exact à celui qu'elle avait volé. Elle avait tout rendu, mais aucune trace d'elle. C'est là que Mark comprit enfin. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était sa manière tordue de dire adieu, de prouver qu'elle gardait encore le contrôle, même dans sa disparition. Et quelque part, au fond de moi, je sus que c'était vraiment fini. Le piège qu'elle avait tendu n'était pas fait pour nous punir, mais pour nous libérer. Parce qu'en nous forçant à tout perdre,
Elle nous avait permis de reconstruire sur des ruines solides, loin de son ombre. Cette nuit-là, en regardant la mer à travers la fenêtre de cette petite maison, j'ai compris que certaines guerres familiales ne se terminent pas avec un cri, mais avec un silence. Un silence plein de douleur, mais aussi de paix. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, teintant le ciel d'un mélange d'orange et de violet. La mer semblait calme, presque immobile, comme si elle retenait son souffle avant une révélation. Dans la petite maison que Marc et moi avions découverte grâce à la clé laissée par Hélène, un silence étrange régnait. Ce silence n'était pas vide, il était lourd de souvenirs, de regrets, de secrets encore non révélés. Marc tournait en rond, les mains dans les poches, le regard perdu. Cela faisait plusieurs heures que nous étions là, à observer les papiers qu'elle avait laissés, des relevés bancaires, des lettres non envoyées, des photos anciennes. Tout semblait minutieusement organisé, comme si chaque détail avait été choisi pour nous raconter une histoire, sa version de la vérité. Je pris une photo entre mes doigts. On y voyait Hélène, plus jeune, souriante, tenant un petit garçon dans ses bras. Marc, à peine âgé de 3 ans. Derrière eux, un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas le père de Marc. « Marc, tu as déjà vu cet homme ?» demandai-je doucement. Il s'approcha, fronça les sourcils et prit la photo. Son visage assez figea. Non? Ou peut-être? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de familier. Nous échangeâmes un regard inquiet. Puis Marc trouva une lettre soigneusement pliée dans une enveloppe portant son nom. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Peut-être que tu me détestes. Peut-être que tu crois que je t'ai trahi. Mais avant que tu me condamnes, je veux que tu saches toute la vérité. Tu mérites de savoir d'où tu viens, qui tu es vraiment, et pourquoi j'ai agi ainsi. L'homme que tu crois être ton père, ne l'était pas. Il t'a élevé, il t'a aimé à sa manière, mais ton véritable père, c'est cet homme sur la photo. Il s'appelait Julien. C'était mon premier amour, avant que tout s'effondre. Marcus Ephigia. La lettre tremblait dans ses mains. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Je le regardais, incapable de prononcer un mot. La pièce semblait soudain trop petite pour contenir le poids de cette vérité. Il reprit la lecture, la voix tremblante. Julien et moi, nous nous aimions, mais ta grand-mère a tout fait pour nous séparer. Elle disait qu'il n'était pas assez bien pour moi, qu'il ne serait jamais capable de subvenir à nos besoins. Elle m'a forcé à l'épouser ton père légal, un homme respectable, riche, mais froid. J'étais déjà enceinte quand j'ai dit oui à ton père. Il ne l'a jamais su. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire. Julien est mort quelques mois plus tard dans un accident. Et moi, j'ai juré de ne jamais révéler la vérité. C'était ma façon de protéger ce qu'il me restait. Toi. Mark Tambassaran Shays Absurdi. Il fixait la lettre comme s'il espérait qu'elle disparaisse. Alors toute ma vie, tout ce que je croyais savoir, était un mensonge. Je m'assis à côté de lui, posant ma main sur la sienne. Peut-être pas un mensonge, Marc. Peut-être juste une autre forme de vérité. Ta mère t'a menti, oui, mais peut-être qu'elle pensait vraiment te protéger. Il leva les yeux vers moi, bouleversé. Me protéger de quoi? De la vérité. Ou d'elle-même. Le silence reprit, pesant, presque étouffant. Puis, au fond du dossier, nous trouvâmes un carnet. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, nerveuse. C'était le journal d'Hélène. Et là, entre les lignes de son passé, nous avons découvert la véritable raison de tout ce qui s'était passé. Je ne voulais pas qu'il m'enlève mon fils. Après la mort de Julien, j'ai eu peur. Peur qu'il me déclare instable, qu'il m'enferme, qu'il lui fasse croire que je n'étais qu'une menteuse. J'ai juré de ne jamais perdre le contrôle. Alors j'ai tout contrôlé. Chaque mot, chaque geste, chaque personne autour de lui. J'ai voulu qu'il m'appartienne, parce qu'il était tout ce qu'il me restait de lui. Tout prenait enfin sens. Son besoin de tout diriger, sa jalousie maladive, ses manipulations. Ce n'était pas seulement de la méchanceté. C'était une peur viscérale de perdre à nouveau quelqu'un qu'elle aimait. Marc resta silencieux de longues minutes. On entendait seulement le bruit des vagues contre les rochers. Puis il murmura. Elle m'a aimé d'une manière tordue, mais c'était de l'amour, quand même. Je hochai la tête. Oui. Et maintenant, tu connais la vérité. À toi de décider ce que tu en fais. Le soir tomba doucement sur la mer. Marc sortit sur la terrasse, le regard tourné vers l'horizon.
Le vent faisait voler quelques papiers que nous avions posés sur la table. Je le rejoignis, sans un mot. Il avait besoin de temps pour digérer tout cela. Puis, d'une voix basse, presque un murmure, il dit « Je crois que je lui pardonne. Pas pour elle, mais pour moi. » Ses yeux brillaient, non pas de colère, mais d'une profonde tristesse mêlée de soulagement. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, il respirait vraiment. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés dans notre maison. Tout semblait différent, plus léger. Même si les murs portaient encore les cicatrices du passé, quelque chose avait changé en nous. Marc avait pris la décision de restaurer la maison au bord de la mer. Il disait que ce serait le seul endroit où tout a commencé et tout s'est terminé. Pendant qu'il repeignait les murs, je retrouvais une dernière lettre dans le carnet d'Hélène, glissée entre deux pages. Si un jour tu trouves cette maison, c'est que tu es prêt à connaître la vérité. Ce n'est pas la maison qui garde nos souvenirs, c'est nous. Alors vis, Marc, aime. Et ne laisse jamais la peur décider à ta place, comme moi je l'ai fait. Je lui tendis la lettre. Il la lut en silence, puis sourit. Un vrai sourire, doux, sincère, libéré. Elle avait raison. C'est terminé. Il prit ma main et la serra fort. À cet instant, j'ai compris que la vérité, même la plus douloureuse, est parfois le seul moyen de guérir. Les mois passèrent. Marc reprit goût à la vie. Il retrouva son travail, ses amis, et notre couple devint plus fort que jamais. Pourtant, parfois, quand la nuit tombait et que le vent soufflait contre les fenêtres, je croyais entendre la voix d'Hélène. Pas une voix de colère, mais une voix apaisée, comme si, enfin, elle avait trouvé la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Un soir, Marc m'emmena au bord de la mer. Il avait allumé quelques bougies, et dans ses mains, il tenait une petite boîte. À l'intérieur, il y avait la photo d'Hélène et de Julien, celle que nous avions trouvée. Il la posa sur un rocher et laissa la brise emporter doucement le sable qui la recouvrait. « C'est fini, maman. Merci pour la vérité. » Je le regardais en silence, ému. C'était vraiment le moment de vérité, pas seulement celui des révélations, mais celui de la libération. La vérité n'avait pas détruit Marc. Au contraire, elle l'avait reconstruit. Elle avait brisé l'illusion, oui, mais pour laisser place à quelque chose de plus fort, la compréhension. Et au fond, peut-être qu'Hélène l'avait toujours su. La vérité avait éclaté, comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Après cette nuit où tout s'était révélé, les secrets, les mensonges, les douleurs enfouies, Marc semblait libéré en apparence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré. Ce n'était pas une simple blessure, c'était une déchirure profonde, invisible, qui s'élargissait un peu plus chaque jour. Les premiers jours après la découverte des lettres d'Hélène furent étrangement silencieux. Il ne parlait presque pas. Il se levait, prenait son café sans un mot, puis restait assis sur le balcon, les yeux perdus dans le vide. La mer, qui d'habitude lui apportait du calme, semblait maintenant refléter son propre chaos intérieur. Je le regardais, impuissante, me demandant comment l'aider. J'avais cru qu'après le moment de vérité, tout irait mieux, que le poids du passé disparaîtrait. Mais la vérité, je l'apprenais à mes dépens, ne libère pas toujours immédiatement. Parfois, elle détruit avant de reconstruire. Et Marc, à ce moment-là, n'était plus que ruine. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres, il a murmuré d'une voix éteinte. « Je ne sais plus qui je suis, Clara. » Cette phrase a transpercé mon cœur. « Tu es l'homme que j'aime, celui que j'ai épousé, » ai-je répondu. Mais il a secoué la tête, incapable de me regarder. « Non. Toute ma vie, j'ai cru être le fils de quelqu'un que je n'étais pas. J'ai haï ma mère pour son contrôle, sans savoir qu'elle se battait contre ses propres démons. Et mon vrai père, je ne l'ai jamais connu. Tout ce que je suis repose sur un mensonge. » Sa voix s'est brisée. Je me suis approché, j'ai pris son visage entre mes mains, mais il s'est reculé, comme s'il avait peur de contaminer le monde autour de lui avec sa douleur. Les semaines suivantes furent un calvaire. Marc s'enfonçait lentement dans un silence inquiétant. Il ne riait plus, ne dormait presque pas. Parfois, je le trouvais dans le bureau, la lumière allumée au milieu de la nuit, fixant la photo d'Hélène et de Julien. Il semblait chercher dans leur visage une réponse qu'il ne trouvait pas. Un matin, il a disparu sans prévenir. J'ai trouvé un mot griffonné sur la table. J'ai besoin d'être seul. Ne m'en veux pas. Mon cœur s'est serré. Je savais que ce n'était pas une fuite égoïste. C'était un effondrement. Un corps, un esprit,
Un cœur qui ne supportait plus le poids de tout ce qu'il avait appris. Je l'ai cherché pendant 2 jours, sans succès. La peur me rongeait. Puis, au 3e jour, j'ai reçu un appel. Il avait été retrouvé, épuisé, sur la plage, trempé, affaibli, comme s'il avait marché des heures sans but. Quand je suis arrivé, il était assis sur le sable, les genoux repliés contre lui. Je me suis approché sans un mot. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'oublierai jamais, une fatigue de l'âme, celle qu'aucun repos ne guérit facilement. Je voulais comprendre. Clara. Je voulais sentir quelque chose d'autre que ce vide. Mais plus je marche, plus je réalise que je n'ai plus de repères. J'ai perdu ma mère, mon père, mes certitudes. Je me suis assise à côté de lui. Tu n'as pas tout perdu. Tu m'as encore, Marc. Et surtout, tu as toi-même. Peut-être que c'est le moment de te redécouvrir, sans eux, sans leurs mensonges. Il a soupiré, longuement. J'aimerais le croire. Mais j'ai peur que ce vide me dévore. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement glissé ma main dans la sienne. Nous sommes restés là, à regarder la mer, comme 2 naufragés sur le rivage de la vérité. Les mois qui ont suivi furent marqués par une lente descente. Marc a perdu son emploi. Il ne parlait presque plus à personne. Il s'enfermait dans la maison, refusant même de voir ses amis. Parfois, il restait des heures à écouter la voix de sa mère sur un vieux répondeur qu'il refusait d'effacer. Écouter sa voix, c'est comme la garder vivante, me disait-il. Mais moi, je savais que c'était aussi une façon de s'enchaîner à elle, encore et encore. Je tentais de l'aider, de le tirer vers la lumière, mais chaque geste semblait vain. Il n'était plus vraiment là. J'avais l'impression de vivre avec un fantôme. Puis, un soir, la rupture est arrivée. Nous étions à table, le dîner refroidissait. Je lui parlais de tout et de rien, essayant de briser le silence, mais il ne répondait pas. Alors, dans un élan de désespoir, j'ai éclaté. Marc, tu dois arrêter de te laisser détruire. Elle n'est plus là. Tu vis dans son ombre, et tu m'y entraînes. Il a levé les yeux, dur, plein de colère. Tu ne comprends pas, Clara. Elle était toute ma vie, même dans sa folie. Sans elle, je ne sais pas respirer. Alors tu préfères te laisser mourir, ai-je crié. Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Peut-être que oui. Ses mots ont claqué dans l'air comme une gifle. Puis il est parti, claquant la porte derrière lui. J'ai pleuré toute la nuit, certaine de l'avoir perdu pour de bon. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé sur la table un petit mot, écrit d'une écriture tremblante. Je ne veux pas mourir. Mais je ne sais pas encore comment vivre. Ces mots étaient le signe d'un changement. Minime, fragile, mais réel. J'ai su alors que l'effondrement n'était pas la fin, mais une étape. Comme une tempête qui dévaste tout avant que la nature ne repousse. Les semaines suivantes, Marc a commencé une thérapie. Ce fut difficile au début, parler de sa mère, de son père, de sa colère refoulée, de sa culpabilité. Mais peu à peu, il a commencé à se reconstruire. Chaque séance était comme une pierre posée sur les ruines de son passé. Un soir, il m'a dit « J'ai compris quelque chose. L'amour d'Hélène était malade, mais c'était quand même de l'amour. Et moi, j'ai passé ma vie à lutter contre elle, alors que je devais apprendre à me détacher. Pas à me venger. À me libérer. » J'ai senti que ces mots venaient du plus profond de lui. C'était la première fois depuis longtemps qu'il parlait avec cette clarté. Et puis, un matin, il m'a proposé de retourner à la maison du bord de mer. Je veux lui dire adieu, vraiment cette fois. Quand nous sommes arrivés, la mer était calme. Le vent soufflait doucement, comme une caresse. Marc est resté un long moment devant la porte, puis il est entré. Il a parcouru chaque pièce, effleuré les murs, ouvert les fenêtres. Dans le salon, il a allumé une bougie et a déposé la photo d'Hélène sur la table. « Maman, je te pardonne. Et je me pardonne aussi. » Il a fermé les yeux, et une larme a roulé sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de délivrance. Ce jour-là, j'ai compris que l'effondrement n'était pas un échec. C'était la mue d'un homme qui devait tout perdre pour enfin se retrouver. Marc est sorti de cette maison différent. Plus calme. Plus vrai. Il n'était plus le fils de sa mère, ni le mari brisé. Il était simplement Marc. Et moi, je savais que notre histoire venait de recommencer, pas là où tout s'était effondré, mais là où il avait décidé de se relever. La chute d'Hélène n'a pas été brutale, comme on le voit dans les films ou les drames exagérés. Non. Elle a été lente,
progressive, presque silencieuse. Une chute morale, psychologique, invisible au premier regard, mais inévitable. C'est ainsi que les personnes comme elle tombent, pas d'un seul coup, mais morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'image qu'elle s'était construite. Tout a commencé après la nuit des révélations. Cette nuit où la vérité avait jailli comme un feu incontrôlable, brûlant tout sur son passage. Hélène, autrefois si sûre d'elle, si arrogante, n'était plus la même. Son visage, avant si ferme et maîtrisé, semblait s'être effondré. Ses yeux, autrefois pleins de mépris et de contrôle, s'étaient vidés. Marc avait cessé de répondre à ses appels. Il avait compris que l'amour de sa mère, sa belle-mère d'autorité et de manipulation envers moi, n'était pas un amour pur, mais une forme de possession. Et moi, la belle-fille qu'elle méprisait tant, j'étais devenue le miroir de sa défaite. Je me souviens du premier jour où je l'ai revue après tout cela. Elle m'avait demandé à me voir, dans un café du centre-ville. C'était une femme transformée, presque méconnaissable. Elle portait un manteau beige froissé, ses cheveux mal coiffés, et son regard cherchait quelque chose, ou quelqu'un. « Clara, merci d'être venue », avait-elle dit d'une voix tremblante. Je m'étais assise face à elle, le cœur battant. Je ne savais pas si je devais avoir pitié ou méfiance. C'était la première fois que je la voyais vulnérable. Marc Annie me parle plus. Il ne répond plus à mes messages. Il a besoin de temps, ai-je répondu calmement. Du temps. Elle avait éclaté d'un rire amer. J'ai tout fait pour lui. Tout. Ses mains tremblaient. Elle se pencha en avant. Il ne comprend pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. J'ai pris une respiration lente avant de répondre. Non, Helene. Tout ce que vous avez fait, c'était pour garder le contrôle. Pour ne jamais perdre votre place dans sa vie. Elle m'a fixé avec des yeux pleins de rage, puis soudain, cette rage s'est éteinte. Peut-être que j'ai perdu le sens de ce qu'est aimer. Ces mots m'ont surprise. Était-ce enfin une lueur de lucidité? Les semaines suivantes, j'ai entendu des rumeurs. Hélène vendait des biens, fermait des comptes. Elle ne venait plus aux réunions de la famille. Même ses amis, autrefois fascinés par son assurance, l'évitaient désormais. Un jour, son ancienne voisine, Madame Leroy, m'a dit « Votre belle-mère n'est plus la même. On dirait qu'elle fuit quelque chose. » Et c'était vrai. Elle fuyait la vérité, cette vérité qu'elle avait refusé de voir toute sa vie, qu'elle avait bâti son monde sur le contrôle, la manipulation et la peur d'être abandonnée. Mais la vérité, tôt ou tard, rattrape tout le monde. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'hôpital. Madame Morel? Ici l'hôpital Saint-Charles. Votre belle-mère a été admise ce matin. Mon cœur s'est figé. J'ai senti mes mains devenir moites. Qu'est-ce qui s'est passé? Une chute. Rien de grave, physiquement. Mais elle semble très confuse. Elle vous a mentionné comme contact d'urgence. Quand je suis arrivée, Hélène était là, allongée dans un lit d'hôpital, le regard perdu vers la fenêtre. Ses cheveux étaient gris, son visage pâle. Elle semblait soudain, petite. « Clara, tu es venue » a-t-elle murmuré. « Bien sûr. » Elle m'a regardé longuement, puis a murmuré. « Tout s'effondre, n'est-ce pas? On croit tenir le monde entre ses mains, et un jour, il vous glisse entre les doigts. » Je n'ai pas su quoi répondre. Je la regardais, et tout ce que je voyais, c'était une femme qui avait tout voulu contrôler et qui, au final, ne contrôlait plus rien. Les jours passaient. Hélène ne sortait plus. Elle refusait les visites, les appels. Son monde, autrefois bruyant et plein de mondanité, était devenu silencieux. Marc, de son côté, hésitait. Il voulait aller la voir, mais chaque fois, quelque chose l'en empêchait. « J'ai peur de retomber sous son influence », m'a-t-il dit un soir. « Tu n'as plus à avoir peur. Elle ne contrôle plus rien, pas même elle-même. » Mais je comprenais sa peur. Les blessures laissées par Hélène étaient profondes, invisibles, mais bien réelles. Un jour, sans prévenir, Hélène est venue frapper à notre porte. Elle tenait une petite boîte dans ses mains. « Je suis venue vous rendre quelque chose », dit-elle simplement. À l'intérieur, il y avait des photos, Marc enfant, moi lors de notre mariage, et même une vieille photo d'Hélène et de Julien. « Je n'ai plus besoin de tout ça », dit-elle. J'ai passé ma vie à collectionner des images pour prouver que je contrôlais tout. Mais en réalité, je ne contrôlais rien. Marc, silencieux, a pris la boîte. Puis, il a levé les yeux vers elle. « Maman. »
Ce mot, qu'il n'avait pas prononcé depuis des mois, l'a fait trembler. Hélène s'est mise à pleurer. Pas ces larmes calculées qu'elle savait si bien verser autrefois, mais de vraies larmes. Des larmes de femme fatiguée, perdue, désarmée. Ce jour-là, j'ai compris que c'était ça, la chute de la belle-mère. Pas une vengeance. Pas un cri de victoire. Mais une descente lente vers la conscience. Elle n'avait plus de pouvoir sur nous, parce qu'elle avait perdu le pouvoir sur elle-même. Elle est repartie ce soir-là, seule. En la regardant s'éloigner sur la route, j'ai ressenti un mélange étrange, ni joie, ni tristesse, mais une sorte de paix. Comme si une ombre s'était enfin dissipée. Quelques semaines plus tard, elle a quitté la ville. Elle a vendu sa maison, laissé tout derrière elle. Marc a reçu une dernière lettre. Mon fils, j'ai fait beaucoup de mal en croyant faire le bien. Je t'ai retenu, étouffé, blessé. Mais tu étais la seule chose que j'aimais vraiment. Si je pars, c'est pour que tu vives enfin libre. Ta mère, Hélène. En lisant cette lettre, Marc a pleuré. Et cette fois, ses larmes n'étaient plus des larmes de colère, mais de délivrance. Hélène ne donna plus jamais de nouvelles après cela. Certains disent qu'elle est partie vivre près de la mer, dans une petite maison isolée. D'autres qu'elle est tombée malade. Personne ne sait vraiment. Mais peu importe. Sa chute avait eu lieu, pas dans le fracas, mais dans le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison de Marc et moi n'était plus remplie de tension, de peur ou de contrôle. Il y avait de la lumière, du calme, et même des rires. Je me suis souvent demandé si je devais éprouver de la pitié pour Hélène. Et la réponse est oui. Parce qu'au fond, la belle-mère tyrannique, manipulatrice et cruelle, n'était qu'une femme effrayée. Effrayée de vieillir, d'être seule, de perdre l'amour de son fils. Et sa chute n'était rien d'autre que la conséquence de cette peur dévorante. Ce soir-là, alors que je regardais le coucher du soleil depuis notre terrasse, Marc m'a dit « Elle a perdu. Mais peut-être que, d'une certaine manière, elle a enfin trouvé la paix. » J'ai souri doucement. Peut-être. Et nous aussi. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les derniers échos d'un passé douloureux. C'était la fin d'une ère. La fin du contrôle. La fin d'une belle-mère qui avait voulu régner sur tout, et qui avait fini par se perdre elle-même. Mais dans cette chute, il y avait une leçon. On ne domine pas ceux qu'on aime. On les libère. Et ce soir-là, enfin, tout le monde était libre. La nuit où tout s'est enfin apaisé n'avait rien de spécial en apparence. C'était une de ces nuits d'automne où le vent siffle doucement à travers les volets, où l'air sent la pluie et les feuilles mouillées. Mais dans la maison de Marc et de Clara, cette nuit-là allait devenir bien plus qu'un simple passage du temps. Elle allait marquer la délivrance, la fin d'un long cycle de douleur, de silence et de peur. Depuis le départ d'Hélène, les jours s'étaient succédés comme un lent dégel. Peu à peu, la maison avait retrouvé sa respiration. Les éclats de voix, les silences lourds, les regards méfiants, tout cela semblait appartenir à une autre époque. Marc, lui, paraissait plus calme, presque serein, mais Clara savait que quelque chose demeurait encore coincé en lui. Une ombre, une tension qui refusait de disparaître. Il avait beau sourire, parler, travailler, il restait parfois immobile, perdu dans ses pensées. C'est comme si une partie de lui restait enfermée dans l'emprise de sa mère, malgré la distance, malgré les années. Ce soir-là, le ciel était couvert. Le tonnerre grondait au loin. Clara était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux. Mais ses yeux ne lisaient pas vraiment, ils observaient Marc. Il était dans le salon, silencieux, les mains jointes, fixant une photo encadrée. C'était une vieille photo, lui, enfant, dans les bras d'Hélène. Une image figée dans le temps, pleine d'amour, mais aussi d'un poids invisible. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» demanda doucement Clara. Marc leva les yeux, surpris, puis soupira. « Oui. Je crois que je n'arrive pas à lui pardonner. Et pourtant, je n'arrive pas non plus à la haïr complètement. » Clara s'approcha, posa sa main sur son épaule. « Ce n'est pas la haine qu'il faut combattre, Marc. C'est la peur, celle qu'elle t'a laissée. » I'll firm a less you an instant. Ses doigts serraient toujours le cadre. Puis, lentement, il le posa sur la table. Toute ma vie, j'ai vécu pour lui plaire. Pour qu'elle m'aime. Et même adulte, j'avais peur qu'elle me rejette. C'est comme si j'étais resté ce petit garçon qui attend qu'elle dise « Je suis fier de toi ». Ces mots résonnaient dans la pièce. Fragile, vrai. Clara sentit son cœur ainsi serrer. Marc, elle ne t'a peut-être jamais dit ces mots. Mais tu n'as plus besoin d'eux pour vivre.
Tu t'es construit tout seul. Tu as brisé ce cercle. Le tonnerre éclata dehors, sec et fort, faisant vibrer les vitres. Mark sursauta légèrement, puis se mit à rire nerveusement. Tu sais, elle avait peur de l'orage. Quand j'étais petit, elle venait s'asseoir sur mon lit, prétendant que c'était pour me rassurer. Mais je crois qu'en réalité, c'était elle qui avait besoin de moi. Clara sourit. Peut-être qu'au fond, elle était juste une femme effrayée, Mark. Une femme qui ne savait pas aimer autrement que par la domination. Un long silence suivit. La pluie commença à tomber, régulière, rythmée, presque apaisante. Mark se leva, alla jusqu'à la fenêtre, et resta là, observant les gouttes glisser sur la vitre. Puis il murmura. « Je crois que je vais lui écrire. Pas pour elle. Pour moi. Pour enfin, lâcher prise. » Clara acquiesça doucement. Elle savait que ce moment devait venir. Mark prit alors un carnet, celui qu'il gardait depuis des années mais qu'il n'avait jamais vraiment utilisé. Il s'assit à son bureau, alluma la petite lampe, et commença à écrire. « Maman, je ne sais pas si tu liras un jour ces mots. Peut-être que non. Peut-être qu'ils resteront ici, enfermés dans ce cahier. Mais ce soir, je ressens le besoin de te parler, sans colère, sans peur. Just en vérité. Tu as voulu faire de moi un homme fort, mais tu m'as surtout appris à me méfier. Tu disais que le monde était cruel, et je t'ai cru. Si bien que j'ai oublié comment faire confiance. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas le monde que tu craignais, c'était la solitude. Tu avais peur d'être seule. Je te pardonne, maman. Non pas parce que ce que tu as fait est juste, mais parce que je ne veux plus être prisonnier de ton ombre. Je te rends ta peur, ta colère, ton besoin de contrôle. Ils ne m'appartiennent plus. Je te souhaite la paix, où que tu sois. Ton fils, Mark. Les mots coulaient comme une rivière, d'abord hésitant, puis libérateur. Chaque phrase semblait détacher un fil invisible, relâcher un poids ancien. Quand il eut terminé, Mark ferma le carnet, respira profondément et ferma les yeux. Il se leva, sortit dans le jardin malgré la pluie. Clara le suivit en silence. Sous le grand chêne, il alluma une bougie et déposa le carnet au sol. « Je ne veux plus vivre dans la peur, » dit-il simplement. Puis, d'un geste lent, il laissa tomber une allumette sur le papier humide. La flamme vacilla, hésita, puis prit vie. Les pages se recroquevillèrent, noircirent, se transformèrent en cendres. Clara le prit par la main. Ensemble, ils regardèrent le feu se consumer. La pluie tombait toujours, mais étrangement, elle ne semblait pas éteindre la flamme. Au contraire, elle la faisait danser, douce et lumineuse. Quelques minutes plus tard, tout était fini. Il ne restait plus qu'un petit tas de cendres que le vent commençait déjà à emporter. Mark s'appera. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, mais ce n'était plus le poids du chagrin. C'était celui du soulagement. « C'est fini, » murmura-t-il. « Oui, » répondit Clara. « C'est vraiment fini. » Ils restèrent là, sous la pluie, enlacés, trempés, mais étrangement heureux. Le tonnerre s'éloignait, le ciel s'éclaircissait peu à peu, et une lune pâle apparaissait derrière les nuages. Cette nuit-là, ils dormirent sans cauchemar. Pas de souvenirs douloureux, pas de voix du passé. Seulement le calme, enfin. Clara, dans son sommeil, rêva d'une grande maison baignée de lumière. Dans ce rêve, Hélène était là aussi, pas menaçante, pas distante. Elle souriait simplement, comme une mère qui regarde son fils de loin et lui dit silencieusement « Tu peux vivre maintenant ». Le lendemain matin, le soleil brillait fort. L'air avait cette odeur fraîche des lendemains de tempête. Mark se leva tôt, sortit dans le jardin, et resta là un moment, les yeux fermés, le visage tourné vers la lumière. Quand Clara le rejoignit, il dit doucement « J'ai rêvé d'elle. » Elle ne parlait pas, mais elle avait l'air en paix. « Peut-être qu'elle l'est vraiment maintenant, » répondit Clara avec un sourire tendre. Il la regarda, ému. « Tu sais, cette nuit, c'était la première fois que je ne me suis pas sentie coupable de la laisser partir. » Clara posa sa tête sur son épaule. « C'est ça, Mark. C'est ça, la délivrance. » Leurs vies reprirent doucement leur cours. Rien d'extraordinaire, mais tout semblait différent. Les rires étaient plus sincères, les repas plus légers, les silences plus doux. Mark recommença à peindre une passion qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Et sur ses toiles, il peignait désormais des paysages clairs, des ciels ouverts, des visages apaisés. Chaque trait semblait dire « Je suis libre ». Un soir, quelques semaines plus tard, Clara découvrit dans un tiroir la dernière photo d'Hélène.
Elle hésita, puis alla la placer sur le buffet, non pas comme un souvenir douloureux, mais